me suis pas trop battu. J'ai peut-être tapé des gens, mais je me suis pas battu. Je vois ce que tu veux Mais dire. si, je crois la dernière fois que je me suis battu, j'ai perdu, hein, on m'a défoncé. Hein. Ah, ok. Ouais. Je crois que j'ai dû pleurer, hein, ou j'ai Oui. dû dire à mon grand frère. Hein. Ouais, je te jure. Hein. Au sol, quelqu'un qui arrive dans la discipline, j'aurai forcément le dessus sur lui. C'est quel type d'athlète, Bafodé? C'est un athlète qui mange bien déjà. Je voulais réussir dans le foot. Donc j'ai joué à un assez bon niveau, mais pas assez pour en vivre. Et il fait des 5 km en 20 minutes. Très clairement, à la vitesse à laquelle il court, je crois que je tiens à 2 minutes. Je me bagarre pour je sais plus pour quelle raison, mais la personne en face, en fait, je la moche un petit peu et ne le connaissant pas, en fait son Ouais. entourage, je me retrouve à faire face, pas à une personne, mais à une communauté. Et pendant 3 mois, des gens m'appellent en me disant ouais Anto, passe pas par là parce qu'il y a eux. Et en fait, tu te retrouves dans un truc où tu sais c'est lourd psychologiquement. Ouais. Je vois le MMA comme un espèce de rituel, qui est un rituel de notre société, d'opposition, où la violence est bannie, mais par contre ici on va lui donner une possibilité. J'ai un voisin qui se faisait taper par ses frères, mais il se faisait marbrer fort. Ce mec-là, tu pourrais te dire que ça va être quelqu'un en fait de solide par la suite parce qu'il aura moins l'appréhension des coups, etc. Alors que non, en fait, on est rentré dans un truc où t'arrivais un peu de loin en levant la main pour le checker, il se mettait en boule. Tu vois, parce que maintenant, en fait, Le traumatisme était t'as trop brisé un truc. Ouais. Donc, je pense que t'as une vraie limite. J'aime pas plus que ça la violence en Ouais. vrai. Parce que je me suis vite rendu compte aussi que quand je tapais fort. Bonjour à tous, donc Mathieu Penella pour le podcast Zone Rouge sur Ogma, et aujourd'hui je suis avec donc Anthony et avec Bafodé. Bon, on va pas se mentir tout de suite, on se connaît, donc ça va être un peu plus chill que d'habitude. Donc je vais vous laisser peut-être vous présenter. Je sais que vous avez plusieurs casquettes, donc vas-y Anthony, commence. Et c'est quoi toutes tes casquettes? Alors, de mon côté, préparateur physique, préparateur mental. Après, je me suis formé sur d'autres pôles, mais qui englobent toujours, on va dire, cet aspect santé, donc nutrition, posturologie, tout ça. Ça me sert pour les particuliers que je suis et puis les combattants également. Et pour moi-même, de manière générale. Et puis là, je me dirige sur d'autres pôles, mais parce qu'à côté de ça, j'entreprends aussi un petit peu. D'accord. Donc, mais pour l'instant, j'en parle pas forcément. Et donc, en face, justement, un combattant que tu suis, donc Bafodé Gassama. Ouais. Vas-y, je veux bien que tu te présentes succinctement. Bah, moi, Bafodé Gassama, combattant MMA professionnel maintenant, depuis bientôt 1 an. Et bah, voilà quoi. Après, je suis électricien aussi dans la vie de tous les jours, aussi garde du corps. Mais maintenant, mon métier plus que je pratique, c'est l'MMA. Ouais. T'es à 3-0 là, en professionnel, Ouais. 3 finishes. 3 finishes, ouais. Et ce que je trouve incroyable, c'est que finalement, les finishes sont arrivés relativement tardivement dans ta carrière, si on compte la carrière amateur et la carrière professionnelle. Oui. C'est comme si les 5 minutes, le passage de... Donc, en amateur, c'est 3 fois 3 minutes. Oui. Et là, en professionnel, c'est 3 fois 5 minutes. Puis pour les title shots, 5 fois 5 minutes. Ouais. Donc, ouais, j'ai l'impression que ça a beaucoup changé de choses pour toi. Bah, de toute façon, on a fait plusieurs interviews ensemble. Et moi, je le disais déjà que 3 minutes, c'était assez court pour moi. Donc, je suis très content d'être passé en 5 minutes. Et ouais, j'essaye. Je savais qu'avec le temps, mon jeu allait être plus adapté au monde pro. Donc, non, je suis content. En plus, c'était finish au premier round. Donc, ouais, très content. Tu combats dans la catégorie des moins de 93 kilos, donc des light heavyweight. T'es un beau bébé, on peut le dire. On en parlait en off avec Anto. C'est quel type d'athlète, Bafodé? C'est un athlète qui mange bien déjà. Là, il mange plutôt bien. Non, c'est pour sa catégorie de poids, il a des casquettes que d'autres n'ont pas ou pas à la même échelle. Ouais. Beaucoup de force qu'il arrive à appliquer pendant longtemps, donc une endurance de force qui est quand même pas négligeable. Et c'est comme ça qu'il arrive à faire la différence. Après, il arrive aussi à avoir des timings et un œil qui lui ont permis justement de finir sur des gros crochets, sur des trucs qui rentrent en fait
avec de l'explosivité. Donc, pour le moment, en termes de performance, on est plutôt pas mal. Et il court aussi. Il c'est ce que tu court, disais. il court plus que tous ceux que je connais. Il fait des 5 km en 20 minutes. Très clairement, à la vitesse à laquelle il court, je crois que je tiens à 2 minutes. Tu vois, et lui, il fait ça pendant 20 minutes et après, il te regarde, il me dit on fait quoi? Ouais. Donc, on va manger. Je pense que c'est la chose qui surprend le plus, c'est ton athlétisme. Oui. Tu as toujours fait du sport de toute façon, globalement, d'aussi Toujours, longtemps que tu t'en ouais. souviennes. Non, toujours. Bah, je m'en souviens depuis que je jouais 4 ans, mais ouais, j'ai toujours fait du sport. Tu as commencé par quel sport? Moi, pour le coup, je le sais, mais. Non, j'ai commencé par le foot. Mm. J'ai fait le foot pendant des années. Je voulais réussir dans le foot. Donc, j'ai joué à un assez bon niveau, mais pas assez pour en vivre. Mm. Et puis, ensuite, j'ai décidé d'arrêter parce que j'ai pas réussi. Donc, du coup, après, je me suis mis un peu à la muscu. Mais j'ai toujours gardé un certain cardio, tout ça. Et ensuite, je me suis mis au MMA. Je sais que tu as des frères aussi, on en parlait aussi en off. Vous êtes tous très athlétiques en Ouais. réalité. Tous tes frères, vous êtes tous On est des... un peu favorisés par la génétique. Non, on est un peu des bagarreurs, Mathieu. Ouais. On faisait souvent des corps à corps entre frères. Bon, tu connais, les hommes, souvent, on aime bien chamailler. Mais on a toujours été actifs. Ouais. On n'a jamais été une famille un peu qui aime que manger et rester... On n'est pas des gros, quoi, on va dire. Donc, non, on a toujours été dans le sport. Et ça, c'était de famille? C'est-à-dire, vous étiez poussés par votre famille à faire du sport ou c'était juste que vous Non. étiez tous ensemble et il fallait que vous bougiez? Ouais, c'est qu'on était tous ensemble. Nos parents, n'étaient pas forcément très sportifs. Ok. C'est juste que, bon, ils sont venus en France et à l'époque où ils sont venus, dans les années 90, ils nous ont mis dans le foot. Et puis c'est comme ça que ça s'est passé. On était un peu une génération de bagarreurs, c'est-à-dire à l'école aussi, il fallait souvent se faire respecter. Donc du coup, on était tout de suite un peu amenés à chamailler. Ouais. Mais sinon, non, pas les parents. Ils nous ont mis dans le foot. Ok. Et quand tu dis bagarreur, c'était quoi? C'était le fait que vous veniez d'arriver en France et que pour le coup c'était compliqué ou c'était... Non, on est né en France, mais je dis ça dans tu sais, nous, notre génération 90, on regardait beaucoup les films de Bruce Lee, Ouais, ok. Jean-Claude Van Damme, tout ça. Ouais. Ça veut dire on était tout de suite dans un peu la bagarre. Ok. Mais sinon, non, c'était juste à l'école, on était une génération de bagarreurs. T'as jamais dégénéré à des points... Si, 2 fois, Ah, ok. mais ça va, on a su gérer. Mais si, Ouais. 2 fois, c'est allé un peu loin. Mais après, c'est le jeu un peu des quartiers et tout ça, quoi. J'imagine. Mhm. Et pour toi, Anto, c'était comment quand t'étais plus jeune? T'étais aussi bagarreur ou pas du tout? Ouais. En fait, plus le temps est passé, moins je l'ai été. Mais on va dire que sur les années, on va dire, primaires, je faisais que ça. Ok. Ensuite, collège aussi, fin collège, ça s'est atténué. Lycée, plus tant que ça. Et après, en étant adulte, faut qu'il y ait une vraie cause. Voilà. Ok. Mais ouais, étant jeune, ça a été une des raisons pour lesquelles en fait je me suis mis au sport et ensuite au sport de combat. Donc aujourd'hui, je sais que j'ai besoin de ça pour pas en fait reproduire, on va dire, des erreurs passées et retrouver en fait un moi qui est un peu plus négatif que celui d'aujourd'hui. Donc ça m'a canalisé beaucoup. Ok. Et c'était... comment dire? T'as commencé par quel sport? Quel sport a commencé à te canaliser plutôt? Alors, j'ai commencé sur du judo, mais sans avoir l'intention forcément de me canaliser avec ça. C'était juste histoire de tester quelque chose. Après, j'ai fait de la boxe française. Je suis passé par de la gymnastique qui n'a rien à voir, mais qui m'a beaucoup appris également parce que j'avais notamment un prof qui m'a beaucoup accompagné. Donc, l'humain a aussi aidé dans tout ça. Derrière boxe anglaise. Et puis, je me suis rapproché ensuite du sol à partir de mes 17 ans. 17-18 ans, jiu-jitsu brésilien. Et là, ça fait maintenant quelques années que je fais que ça. Ok. Un petit peu de MMA quand j'ai le temps, mais principalement du sol aujourd'hui, quoi. T'es tombé amoureux du sport en fait. Ouais, le sol en lui-même, je suis tombé amoureux puisque pour moi, il y a une vraie différence en fait de niveau entre, par exemple, moi qui ai boxé pendant quelques années, je peux tomber contre quelqu'un en fait qui n'en a jamais fait, qui peut avoir de bons déplacements, un bon œil, qui peut me compliquer, on va dire, un petit peu la vie. Alors que au sol, quelqu'un qui arrive dans la discipline, j'aurai forcément le dessus sur lui.
à part s'il fait 30 kilos de plus et qu'il a une condition physique hors norme, cette différence de niveau, en fait, pour moi, elle est hyper intéressante, pardon, et ça dépend aussi du niveau technique que demande la discipline. Donc, pour moi, c'est hyper gratifiant comme sport. Plus tu avances et plus tu te démarques. T'as le gap, en fait, le plus important entre un pratiquant qu'un pratiquant. Pour moi, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai. Mais t'as un contre-exemple J'ai un contre-exemple parce que lui, il fait une tonne en fait. Donc non, là, il est très fort. Pour le coup, c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler avec lui, je l'ai emmené dans le club où je m'entraîne au Fighting Beat, histoire de voir où il en était au sol. Et puis même, voilà, on était sur nos premiers échanges, donc ça nous permettait de passer un peu de temps ensemble. Et premier round, relou. Très très chiant parce que tu essayes d'appliquer des choses qui passe pas parce que physiquement il va à l'encontre de tout ce que je veux faire, donc c'est pas grave, plus tard on verra plus tard. Et je me souviens que tu m'avais raconté après les premiers rounds, c'est lui qui t'a demandé Exactement, les 5 minutes, parce que du coup on fait des sparring de 5, à ce moment-là c'était ça, les 5 minutes se finissent et c'est lui qui me demande si ça va. Je dis frère, là tu pousses le bouchon là. Je dis là, j'ai un ego frère, arrête. Normal. Tu te souviens de ça ou pas de ce moment-là? Ouais, non, je me souviens. Et en fait, nous, dans notre famille, on n'a jamais été un enfant turbulent, tu vois. Mais je pense que j'ai toujours eu des bons instincts dans les sports de combat. C'est peut-être ça qui a fait que j'ai eu des résultats assez vite quand je me suis mis au MMA. Et ouais, non, j'ai toujours eu un gros cardio. Les gens, ils ne s'imaginent pas, mais j'ai un gros cœur. Donc, du coup, c'est vite moi, tu comprends quand tu te bats avec moi. Mais tant que si tu me regardes parler ou tu me vois comme ça, tu ne vas jamais comprendre. Il n'y a que quand tu vas te battre avec moi que tu vas dire « Ah oui, je comprends. Pourquoi il est relou, pourquoi tout ça. » Pour le coup, je me rappelle aussi d'un sparring qu'on avait fait ensemble. Soyons logiques, il a été très sympa. Il me rend facilement 20-25 kilos. Donc, il a été très sympa. Mais en fait, je me suis rendu compte de cette espèce de pression, cette envergure aussi. Ça, je pense que c'est des choses qu'on a du mal à comprendre. Mais en fait, les bras sont vraiment immenses. Et en fait, une fois qu'il te met la main dessus, les positionnements sont extrêmement complexes. On parlait de Kandura, donc ton grand frère qui est souvent là en Fight Week, donc on a rencontré quand même plusieurs fois, et même lui en fait a aussi ses positionnements. Alors lui il était un bagarreur peut-être plus que toi. Lui il était plus bagarreur et lui il a fait du judo. Ouais. Je crois qu'il a fait du judo pendant 2 ans. Mais nous deux à la base on vient du foot. Il y a juste moi qui n'ai jamais fait de sport de combat. J'ai commencé par le MMA direct. Mais ouais, on était lui déjà il se bagarrait plus que moi, mais j'ai toujours eu moins un truc où j'ai beaucoup de sang-froid. Donc on va dire je sais quoi faire quand. Et disons aussi que tu as un physique qui fait que les gens vont peut-être aussi moins te... Ils vont moins me chercher. Oui. Ouais, non, c'est sûr. je pense que ça doit jouer. C'est sûr. Non, c'est vrai que j'ai jamais eu trop de problèmes parce que j'avais un physique imposant et j'avais surtout un visage pas expressif. Ça veut dire que les gens, du coup, dès qu'il y avait quelque chose, ils n'allaient pas vers moi en premier, quoi. Ouais, ils savaient pas trop si... Voilà, dans quel mood j'étais. Donc, ça m'a beaucoup aidé aussi. Ah ouais, j'imagine. Mais tu as quand même toujours su te débrouiller... Je sais pas, parce que par exemple, l'une des questions que je pose dans le questionnaire, le questionnaire pour le coup, vous le retrouverez aussi en lien, c'est quelle a été ta réaction la première fois que tu as fait face à la violence? Est-ce que tu te souviens de la première réaction? Est-ce que c'est une réaction de te friser? Est-ce que c'est une réaction d'aller au contact, te battre? Ou est-ce que c'est de fuir? Ça dépend les gens en fait. J'essaie de m'en rappeler. La première fois que je me suis battu, quoi. Ouais, je pense que ce serait ça. Aussi loin que je m'en souvienne. Je me suis pas trop battu. J'ai peut-être tapé des gens, mais je me suis pas battu. Mais si, je crois la première fois que je me suis battu, j'ai perdu. On m'a défoncé. Ah, ok. Ouais. On m'a déjà tapé fort. Ah, ok. Et après, je crois que quand t'étais enfant Ouais, non, j'étais enfant, mais je crois que j'ai dû pleurer. Ou j'ai dû dire à mon grand frère. Ouais, je te jure. Okay. Parce qu'avant, j'étais petit, j'ai grandi d'un coup. Mais ouais, je crois que j'ai dit à mon grand frère. Okay. Ça, c'est une excuse. Ouais. Ça, c'est pour ça. Ça c'est fou. C'est cadeau. Ça, vous vous imaginez, voilà. Ouais. Son premier combat, il l'a perdu. Ouais, non, je me rappelle, je crois que je m'étais battu en CM1 où je m'étais fait taper par un gars qui était dans ma classe, mais était plus grand que moi. Et j'avais pleuré, je l'avais dit à mon frère, il l'avait défoncé. Ok, on voit le genre. Ok. Et toi, pour le coup, Anto, t'avais eu quelle réaction? Tu te rappelles de ça ou pas? Est-ce que tu te souviens, par exemple, quand je te parle de violence, il y a un premier souvenir qui se démarque? Il n'y en a pas forcément, puisque en réalité, moi, j'étais un petit peu dans une boucle où c'est pas comme lui. J'ai pas le même gabarit.
Je suis quelqu'un de très sociable et qui, voilà, sourit tout le temps, enfin voilà. Mais du coup, ça amène les gens, en fait, à te tester régulièrement. Et en fait, tu rentres dans une boucle où tu as aussi envie de te tester. C'est-à-dire qu'en fait, tu te retrouves dans un truc où finalement, tu te bagarres tout le temps. Et pour pas forcément de raison, c'est juste que tu veux te tester. Donc, j'ai pas de souvenir en particulier, à part forcément des choses qui se sont mal passées. Pas forcément pour moi, mais et c'est là où je reviens à mon discours de tout à l'heure, où en fait, plus tu avances, moins tu le fais parce que ça a Prends plus les d'impact. conséquences. En fait, ça a plus d'impact sur les gens. Tu peux être amené à faire mal. Derrière, tu peux être amené à avoir des représailles, à avoir d'autres problèmes. Je me suis retrouvé dans des salades, en fait, où c'est presque plus dur psychologiquement que physiquement. Tu vois, où, par exemple, j'ai un exemple en tête où je me bagarre pour je sais plus pour quelle raison, mais la personne en face, en fait, je la moche un petit peu et ne le connaissant pas, ne connaissant pas en fait son entourage, je me retrouve à faire face pas à une personne mais à une communauté. Et pendant 3 mois, des gens m'appellent en me disant ouais Anto passe pas par là parce qu'il y a eux et en fait tu te retrouves dans un truc où tu sais c'est lourd psychologiquement. Donc en fait tu te dis est-ce que ça vaut le coup. Tu prends du recul sur certains trucs et du coup tu te canalises un petit peu. En fait, tu te rends compte des conséquences de voilà. Tu vois, il y a des trucs où qu'un truc d'ego aurait pu avoir. Voilà. Je comprends. En fait, c'était toi qui avais tapé Bafodé très jeune. Son frère et résultat, c'est le grand frère qui est venu. Non, mais tu vois, ça en fait partie. C'est des trucs, c'est chiant à gérer parce que chiant, après, t'es pas tout seul. Tu vois, moi, à ce moment-là, j'ai une petite sœur, machin. Donc en fait, tu sais pas, t'es plus tout seul, tu sais pas. Oui, je pense que ça te fait grandir aussi, peut-être. Tu te rends compte que c'est plus. En fait, quand on est jeune, j'ai l'impression qu'on veut tous savoir plus ou moins. Qui est plus fort à la bagarre, qui court le plus au départ vite. c'est mignon, voilà. Au départ c'est mignon. Après, départ c'est un peu ça, c'est une manière de tester, de comprendre ta place dans la société, ta place dans la hiérarchie aussi, vu que entre guillemets la violence est quand même pas très encouragée dans la société, mais ça reste quelque chose où les enfants ont envie de se tester. Surtout les gars. Surtout les gars. Et après quand tu fais face aux conséquences là pour le coup clairement. Tu te calmes. Mais pour le coup, toi, t'as jamais eu ce passage-là en réalité, parce que t'étais quand même globalement quelqu'un qui était calme en fait. Toi, non, franchement, quand tu t'es battu après, c'était plus parce que. Moi, après, c'était parce que c'était mon métier où je voulais faire du MMA. Mais sinon, moi, dans ma vie, je me suis pas battu tellement. Très peu. Mon grand frère s'est beaucoup battu. Mais moi, j'avais peut-être pas aussi ce besoin, parce que physiquement, j'ai dit, j'étais impressionnant à partir de 18. Je commençais à être costaud. Et puis, j'ai toujours été calme. Donc, les gens, quand t'es face à une personne qui parle pas beaucoup, souvent tu te dis bon, je sais pas ce qu'il pense, donc tu gardes tes distances. Mais globalement aussi, t'es quand même très vite dans la discussion et la diplomatie. C'est ta première réaction. Je pense même que potentiellement, parce qu'il y avait ton frère, t'étais toujours plutôt dans la discussion parce qu'en fait, tu savais que lui, il pouvait dégoupiller. Après, je sais que moi, j'ai jamais... Bon, ça va paraître paradoxal, mais j'aime pas plus que ça la violence en vrai. Parce que je me suis vite rendu compte aussi que quand je tapais fort. Ça veut dire que je me suis vite dit que taper, j'ai compris que c'était nécessaire parce que bon, pour moi, dans la vie, un homme, il doit savoir se battre, se défendre. Mais sinon, j'ai jamais aimé tant que ça, même les sports de combat en vrai. C'est qu'aujourd'hui, je le fais, c'est mon métier. Mais sinon, à la base, j'étais vraiment foot, moi. J'aimais pas plus que ça les sports de combat. Parce que tu vois pas ça comme quelque chose de violent. Parce que pour moi, tu vois quelque chose... Enfin, la violence en elle-même, c'est quelque chose qui est asymétrique. Tu vois, dans une cage, ça l'est pas. T'as deux mecs qui s'entraînent à la même échelle, qui se rencontrent sur une même catégorie de poids, tu vois, et ça reste en fait une validation de compétences, tu vois. À part quelques mecs un peu esquintés qui ont vraiment de mauvaises intentions et qui font ça juste pour leur plaisir, on va dire, personnel, t'en as beaucoup qui font ça juste pour l'amour du sport et l'amour de se dépasser par rapport à un truc où ils y mettent un engagement, tu vois. Ouais, sauf que je suis d'accord avec ce que tu dis, mais dans une cage, en fait, tu tapes contre un gars. Vu que tu te bats contre lui, tu te bats contre sa volonté. Donc, il y a un truc où tu dois lui faire mal. Ça veut dire, pour moi, non, il y a un truc où... Je pense qu'il y a un truc de violence, mais en fait, je comprends ce que moi, je comprends ce qu'il dit aussi.
Mais il y a le côté, dans l'épisode dernier, donc, qui sera sorti au moment de la sortie de celui-ci, je différencie en fait le fait d'être un athlète, le fait d'être un combattant et le fait d'être un guerrier. Et pour moi, il y a un peu ce côté d'asymétrie. Toi, tu as toujours été un athlète en fait. Moi, Physiquement, tu fais partie de ce pourcentage de la population qui a des prédispositions génétiques qui sont dans le top 1-2%. Oui, ça c'est sûr. Après, il y a des personnes qui ont cette mentalité guerrière. Champion ou guerrière, tu veux dire? Ouais, je pense plutôt des personnes qui seront peut-être qui ressembleraient peut-être plus à Kandura, qui auraient cette volonté en fait au tout début, en tout cas quand ils sont jeunes, d'être d'aller au devant de la violence, de se taper dessus, de montrer aussi qu'ils sont présents. Et après se passe avec pour moi la catégorie un peu particulière, c'est la catégorie des guerriers où eux c'est presque ils se réalisent dans le fait de se battre et dans le sang. Et eux, pour le coup, vont aller au-devant de grosses... je sais pas, ils vont devenir soldats potentiellement ou faire d'autres c'est ça. d'autres choses Ça parle très- en dehors de la cage. Ouais, Tu vois, t'as des mecs qui se battent que dans la cage, t'as des mecs qui se battent et dans la cage et dehors. Et ces mecs-là, pour le coup, ils ont vraiment besoin de ça. Ouais. Et c'est ancré, tu vois. Ouais. Et Moi, j'ai pas besoin de ça. ouais. donc, ouais, tu vois, c'est Mais- du sport. Aussi, ce que je veux dire, c'est que tu as vu après arriver à un certain niveau de compétition où tu as vraiment une obligation de résultat, il te faut un truc de guerrier quand même. Ouais. Parce qu'après, il y a des résultats, il y a de la médiatisation, il y a aussi le côté business qui rentre. Ça veut dire, après, faut un truc où tu sois guerrier aussi. Hein. En fait, je pense que tout... comme moi, je le vois, je vois le MMA comme un espèce de rituel, qui est un rituel de notre société d'opposition, où la violence est bannie, mais par contre, ici, on va en mettre on va lui donner une possibilité, un théâtre, comment dire, oui, Ouais, une plateforme pour une s'exprimer. plateforme pour s'exprimer. On va se mettre d'accord sur des catégories de poids, donc c'est véritablement ritualisé. C'est-à-dire dans la nature, ça n'arriverait pas. Tu ne serais pas dans la nature, tu pourrais tomber face à quelqu'un qui est beaucoup plus léger et lui casser la tête. Potentiellement, la chasse se passe même majoritairement comme ça. Le combat entre égaux se passe rarement, à part pour la reproduction. Mais par contre, une fois que la cage se ferme, si tu n'as pas d'instinct, si tu fais pas appel à ce côté de presque tuer ou être tué, soyons un petit peu moins manichéens que ça quand même. Le MMA ne finit pas dans la mort, mais il y a un arbitre, il y a des choses. Mais par contre, il y a quand même ce côté de ce gars-là veut me casser la tête. S'il peut me mettre KO ou me soumettre, il le fera. Va le faire, ouais. Donc tu dois faire appel à ton animal intérieur, ou en tout cas à ton instinct pour faire ça. Et je pense que c'est vraiment cette logique-là qui se démarque. Et en effet, c'est vrai que quand on te parle, on se rend compte de ça. C'est-à-dire tu fais partie de ce top 1 à 2% de la génétique, mais tu fais du MMA plus parce que tu es doué en fait. Dedans. Après, oui, et aussi ce que je peux rajouter, c'est que pour moi, la société, elle est beaucoup plus violente que le MMA. Hein. La vie, pour moi, est plus violente. Hein. Tu vois, le MMA, comme tu as dit, il y a des règles et tout. Il y a personne qui va mourir. Mais dans la société, il y a des suicides, il y a... Tu vois, déjà, pour moi, la vie est plus dure que le MMA, tu vois. D'accord avec ça. Et en fait, je trouve ça super intéressant que tu en parles parce que je voulais qu'on passe un petit peu sur la blessure que tu avais eue aux IMAF. Ouais. J'ai trouvé que, alors certes, la blessure était très violente, je te laisserai en parler, mais c'est l'après qui a été extrêmement violent. C'est la manière dont tu dois te remettre d'une blessure. Ouais. À quel point les gens autour de toi finissent aussi par se désintéresser parce qu'il y a un côté de sport business, ne reste après que les vrais, j'ai presque envie de dire. La famille, et Comment tu as vécu justement cette période-là? Franchement, c'était ma période le plus dure dans le MMA. Bon, j'ai que 3 ans dans le MMA. Mais je suis très content que ça m'est arrivé parce qu'à la finalité, j'en suis ressorti grandi. Ouais. Mais tu vois, c'était mes premiers championnats du monde. Je me blesse au genou. Pendant le combat? Pendant le combat, au bout de 20 secondes. Et je perds par KO. Mais c'était dû à ma blessure. Mais dans tous les cas, c'est quand même un KO. Moi, je fais du MMA. Tu as vu, quand tu fais un sport de combat, tu sais que tu peux perdre. Ça veut dire perdre, en vrai, ça peut te déranger. C'est très relou. Mais tu sais que ça peut arriver. Et que ça va arriver surtout si tu as gagné. Le monde, il est grand. Il y a beaucoup de gens. Tu peux être amené à perdre. Mais c'est qu'en fait, tout... comment ça s'est fait, la blessure, la distance, tout ça, c'était très dur. Et en plus, je disais aux gens ce qui m'était arrivé, les gens, ils ne me croyaient pas forcément, tu vois. Je leur disais que je m'étais blessé, il m'était arrivé ça, mais non, tu t'es pris un KO, de ça. Je leur expliquais, mais ils ne voulaient pas comprendre.
Donc, j'avais un peu d'amertume envers ça. Et au final, tu vois, bon, je me suis relevé bien. Et je me suis relevé plus fort que ce que j'étais. Et c'est ça que je dis aussi beaucoup, c'est que dans le MMA, tu es un combattant que quand tu as perdu. Autant que tu fais que de gagner et que tu n'as pas passé par la case défaite et défaite dure, tu peux pas savoir encore. Et quand, tu vois, moi, je suis content que ça m'est arrivé parce qu'après, j'ai fait des meilleurs résultats. J'étais déjà champion de France, mais après, j'ai refait champion de France. J'ai fait vice-champion du monde, champion de l'AEF. Et bon, aujourd'hui, je suis à 3-0 en pro. Mais heureusement que ça m'est arrivé. Ouais. Mais c'était très dur. Hein. Je me suis pas posé, je me suis à un moment posé la question si je devais arrêter. Mais je sais qu'il y a des gens, ils ne se relèvent pas. C'est très compliqué. Tu as trouvé, en fait, soit les motivations pour continuer, soit tu as trouvé le combattant en toi en te disant, bon, en fait, je ne laisserai pas juste... Je vais pas rester là-dessus, quoi. C'est ça que j'ai dit. C'est que, tu vois, moi, comme je dis, j'ai mis même sur Instagram dans ma bio, se battre dans la vie et ensuite se battre. Mais d'abord, être un combattant dans la vie, moi, je me connais avant de faire du MMA. J'ai commencé tard, mais je me connais déjà. Je sais que je suis un combattant, je sais que je suis passé par beaucoup d'épreuves et tout. Donc, du coup, c'était juste une autre épreuve sur mon chemin. Et je me suis relevé et j'ai fait mieux. Mais ouais, c'était une période très difficile. Hein. Ouais. Franchement, c'est chaud. J'imagine. Toi qui l'as vécu aussi de l'intérieur, tu te souviens de cette période-là, de comment ça a été ? Bah, il l'a résumé un petit peu. Il y avait cette incompréhension justement par rapport à et je me suis pris un KO et en fait j'ai perdu connaissance parce que finalement la douleur a fait que. Donc ça a été un petit peu chiant. Après ça reste un charbonneur. Donc en fait on a entre le kiné, la prépa et puis on a continué à faire notre chemin tranquillement sans forcément se poser de questions. Là, le fait qu'il dise justement qu'il a eu un doute sur le fait de continuer ou pas, j'étais pas au courant. Mais pour moi, ça a été, je pense, que très passager. Tu vois, parce que. Il a dû se poser la question, voilà. oui, pas si longtemps que ça, entre guillemets. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est passé par ton esprit, mais c'était pas. Comme je suis pas, tu vois, quelqu'un d'expressif et tout. Mais sinon, non, c'était dur. Et en plus, après, comme j'ai dit, j'ai appris là, il y a 5-6 mois, qu'en fait, le gars, il était dopé aussi. Donc, t'imagines que j'aurais arrêté. Et 1 an après ma blessure, j'apprends qu'il est dopé et moi, j'arrête. C'est-à-dire, en fait, il m'a tué. Tu vois, c'est pour ça que dans la vie, en fait, il faut juste se dire que si t'arrive quelque chose de mal, il faut juste continuer. C'est une vie de lutte. Et demain, le jour se lève. Le soleil se couche comme le soleil se lève. C'est-à-dire qu'il faut juste avancer. C'est intéressant. Et il y a un passage dans Par-delà l'instinct, donc l'essai qu'on a rédigé et pareil, qu'on mettra aussi en bio, sur l'épigénétique. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu ça. Les difficultés finissent presque par se graver dans ton ADN et dans ta mentalité, dans ta manière de réagir aux choses. Et à partir de là, tu peux justement redevenir, être résilient. C'est comme ça qu'on appellerait. Résilience, ouais. Il y en a qui parlent aussi d'antifragilité. Donc c'est une théorie que je trouve hyper intéressante. L'antifragilité, c'est plus fort que la résilience. C'est comme si quelque chose qu'on cassait devenait plus résistant parce qu'on l'a cassé. Et j'ai l'impression que l'humain a cette logique-là. L'un des exemples qu'on prend souvent de l'antifragilité, c'est dans une ruche. En fait, il y a des ouvrières qui ne travaillent pas et qui empêchent les autres ouvrières de travailler. Elles se mettent sur le chemin. Et en fait, les apiculteurs se sont dit, on va les retirer de la ruche, comme ça la ruche fonctionnera moins. Et en fait, ils se sont rendus compte que la ruche s'effondrait quand elle n'était pas là. Parce qu'en fait, par le fait qu'elles étaient à contre-courant, qu'elles allaient empêcher les autres de travailler, elles renforçaient la volonté des autres. Exactement, la volonté des autres. Et je pense qu'il y a cette logique-là. Il y a certaines personnes qui sont capables de continuer à se battre alors que pas tout est perdu, mais que l'espoir est pas au top et il faut continuer à faire ce genre de choses. Et j'ai l'impression que ça n'est plus appris par la civilisation actuelle, mais qu'il faut juste vivre des choses pour qu'au final ça réussisse à être un peu en toi. Après à l'école, on te l'apprend pas ça. Hein. On te l'apprend pas, et puis même les exemples qu'on a autour de nous, on les voit aujourd'hui en fait. Plus le temps avance, plus les gens ont envie d'être assistés, en fait. Donc, l'effort en lui-même, rien que le fait de faire du sport, tu vois, c'est quelque chose, en fait, que les gens ne font pas parce que ça demande un effort surdimensionné par rapport aux standards qu'ils ont, tu vois. Donc, après, je pense que ça a une limite. Tout dépend, en fait, les événements aussi que tu as vécu. Je prends l'exemple, par exemple, d'un enfant battu, tu vois.
s'il a vécu une scène ou une période qui a été beaucoup trop violente, j'ai un voisin qui se faisait taper par ses frères, mais il se faisait marbrer fort. Ce mec-là, tu pourrais te dire que ça va être quelqu'un en fait de solide par la suite parce qu'il aura moins l'appréhension des coups, etc. Alors que non, en fait, on est rentré dans un truc où t'arrivais un peu de loin en levant la main pour le checker, il se mettait en boule. Tu vois, parce que maintenant, en fait, Le traumatisme était t'as trop brisé un truc. Ouais. Donc, je pense que t'as une vraie limite. Je Donc, pense que ça dépend les. Ça dépend des Déjà, gens. je pense que ouais, ça dépend beaucoup les gens. Et ça dépend aussi, je pense, la puissance de la violence que tu as subie. En fait, si En elle est fait, progressive. le ou- gap Ouais. d'adaptation, tu vois, si Il faut tu le temps. passes de 0 Mm. à 100 en une fraction de seconde, ça passera pas, tu vois. Alors que c'est comme à l'entraînement, si tu commences à te prendre des petits coups à droite à gauche et que finalement, tu n'as plus l'appréhension d'en prendre, là, tu commences Ouais. à toi imposer un petit peu ton style, etc. Mais si dès le départ, premier entraînement, tu arrives, tu te prends un parpaing, un KO et puis tu reviens plus. Tu vois, Oui. tu te dis, ah ouais, si c'est ça, je reviens pas. Bien Tu sûr. vois. C'est pareil en musculation, j'ai envie de dire. C'est le traumatisme que tu. Parce qu'en fait, la musculation, Oui, c'est bah du ça traumatisme. c'est pareil. Ouais. J'ai des clients qui ont arrêté avec certains coachs parce qu'ils m'ont dit, en fait, T'es trop première agressif. séance, ils m'ont assassiné. Mm. Tu vois, pendant 8 jours, j'ai pas marché. Ils disent, en fait, si c'est ça le sport, Ça sert à rien. bah en fait, non, je vais pas le faire. Là, c'est vrai, il y a des gens, ils réagissent différemment. Mais aussi, moi, je pense qu'il y a des gens, ils sont faits pour des choses, il y a des gens, ils sont faits pour d'autres. Et le plus compliqué pour moi dans la vie, c'est de trouver sa voie. De comprendre, ouais. Mais pour moi, on est dans une vie de lutte, quoi qu'il arrive. Dans la Ouais. société, que tu fasses pas un sport, que ce soit dans ta vie de tous les jours, dans le travail, mais déjà, même à l'école. Même à l'école, il y a beaucoup d'enfants, ils se sont effondrés à l'école, même sans violence physique. Ouais. Donc, Ouais, le regard des autres, les professeurs, Tout la ça. notation, c'est on est dans la... De toute façon, en vrai, quand tu regardes la nature humaine, si la science dit vrai, quand on fait la fécondation, il y a des millions de spermatozoïdes. Mais même là, ce qui paraît, c'est la course. C'est-à-dire qu'en vrai, ceux qui sont sur Terre, c'est déjà des gagnants. déjà des sélections. Ouais. C'est déjà une sélection. Il y en a qui ont gagné, je sais pas comment ils ont fait, frère. Ouais, c'est vrai, mais c'est qu'en vrai, pour moi, après, plus tu avances dans la vie et plus tu te mets des objectifs, plus c'est dur. Ouais. Et c'est qu'il y a des gens, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Je pense que c'est ça. Mais si tu regardes comment la nature humaine est faite, dès le début, c'est la course. Je suis d'accord avec ça. Moi, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est qu'on est passé d'une logique de nécessité à une quête de sens. Pour expliquer un peu plus, c'est que quand on est des chasseurs-cueilleurs, si tu cueilles pas, que tu chasses pas, bah, tu vas crever. Ta principale question, enfin ton questionnement, c'est comment je vais réussir à avoir cette proie, comment je vais réussir à cultiver ce jardin ou à cueillir ces trucs-là. Donc, tu n'as pas le temps de te poser des questions sur pourquoi je suis là sur Terre. La raison pour laquelle tu es là, parce que tu dois manger le lendemain, c'est je dois chasser, je dois cueillir, potentiellement je dois élever les enfants, potentiellement je dois protéger mon village contre les envahisseurs. Ça, c'est ta quête de nécessité. Donc, tu n'as pas besoin de te poser la question du sens. Mais plus on a fait civilisation, bah, moins cette quête de nécessité, en fait, elle était forcée. Parce qu'en fait, on faisait des villages, donc tu n'avais plus besoin d'aller chasser. Il y avait un groupe, une frange de la population qui était sélectionnée pour aller chasser ou élever des bêtes et les ramener. Toi, potentiellement, tu étais un cordonnier, tu étais t'étais un professeur, tu étais un philosophe. Et en fait, tous les métiers avaient été sectorisés. Donc à partir de là, on a commencé à réfléchir sur à quoi je sers, quel est mon sens dans la société. Et c'est ça qui est très difficile maintenant, parce que je ne suis pas certain que l'école soit particulièrement douée à nous faire comprendre pourquoi, quel est le sens de notre venue, et potentiellement, peut-être que notre venue n'a pas de sens, et que le sens, c'est à nous de le façonner. Si, par exemple, toi, tu penses que tu es fait pour être un best jumper qui saute des falaises en quête de sensations fortes, si toi, tu es fait pour être philosophe, si toi, tu es fait pour être reporter, si tu es fait pour être je sais pas quoi, bah, c'est peut-être aussi une quête de sens que tu dois te trouver. Moi, je pense que ce que tu dis là, en ce moment, ça, c'est vrai, mais pour moi, tu vois, la Terre, elle est ronde. C'est-à-dire, souvent, on parle que la mode, elle tourne en rond. Tu sais, il y a 20 ans, on mettait des Converse, 2 fois après, c'est revenu, on mettait du fila, tout ça. Mais tu vois, aujourd'hui, moi, par exemple, je fais du MMA, on est vu un peu comme des gladiateurs. Tu vois, par exemple, le quête, comme tu disais, c'est par rapport au territoire et tout. Regarde, par exemple, l'Ukraine, la Russie. C'est des choses qui reviennent. C'est-à-dire qu'en vrai,
quoi qu'il arrive, l'être humain, avec l'orgueil et l'âge, ça grandit. Il veut toujours dire que c'est moi le plus fort, ça c'est à moi, tout ça. Et c'est ça après qui fait qu'il y a de la confrontation. Ça, je suis 100% d'accord. Pour moi, il y a une logique en fait qui est différente. C'est-à-dire, la société a voulu discipliner la violence, sauf que la violence, en fait, elle change de forme. C'est-à-dire, elle va s'appliquer de quelqu'un qui sera ton boss et qui essaiera de te donner des ordres et de te traiter comme une merde. Elle sera appliquée par le fait que tu sois pauvre et que à chaque fois que tu vas dans un magasin ou quand tes enfants te demandent quelque chose que tu peux pas leur offrir, c'est extrêmement violent. Et en fait, tout ça, c'est juste qu'on l'a fait muter, en fait, la violence. Et maintenant, il y a des disparités qui sont énormes. Au moment où on vivait en tribu, tu avais peut-être un chef de tribu, mais il ne vivait pas de manière scandaleusement différente de son administré. Le citoyen, s'ils étaient un village de 100 personnes, ton maire, c'est pas Elon Musk, tu vois. Oui, non. Après. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais pour moi, la violence, tu vois, elle part d'une hiérarchie, quoi qu'il arrive. Tu vois. C'est-à-dire que si, par exemple, au travail, tu as un mauvais manager et qui te mange la tête toute la journée, en fait, je trouve ça plus dur, moi, tu vois, et c'est pour ça d'ailleurs que je travaille pour personne, tu vois, j'ai toujours été indépendant, parce qu'en fait, ce truc-là, j'accepte pas. Je peux bosser avec des gens, mais si ces gens-là, en fait, font pas leur travail intelligemment et que le seul pouvoir qu'ils ont, ils l'appliquent sur toi, et que toi, malheureusement, en fait, tu peux rien faire, parce que le truc, c'est que tu te soumets à ça par l'appréhension, en fait, d'une sanction, et c'est valable au départ avec tes parents, tu vois, parce qu'au départ, quand t'es enfant, c'est pas parce que c'est tes parents que tu les écoutes, tu vois, c'est parce que t'as l'appréhension de prendre une baffe, parce que t'as l'appréhension d'être puni. Au travail, tu suis en fait un règlement parce que t'as l'appréhension de ne plus avoir de salaire, parce que t'as l'appréhension d'être viré. Et ou ça, la loi, si tu vas... Ou la loi, tu vois, mais après, les forces de l'ordre, là, j'ai envie de te dire, en France, c'est pas pareil, parce que pour moi, ils ont pas assez de pouvoir, tu vois, et c'est pour ça que dans plein de cas, ils sont pas respectés. Parce que justement, t'as pas de sanctions. Tu vois, t'as pas assez de sanctions. Il y a une vidéo que j'ai vue il y a pas longtemps d'un mec qui met, pas la vidéo, mais lui il se filme en disant, je pensais avoir pris 3 ans de placard et j'en ai pris 3 mois de placard et j'ai pris 3 ans. Tu vois, donc il passe de 3 mois à 3 ans. Il est en Thaïlande ou je sais pas où et en fait il a mis une baffe à un flic. S'il avait su qu'il allait prendre 3 mois et encore pire 3 ans, il l'aurait pas mis. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, l'appréhension de la sanction et des conséquences. Ah oui, c'est ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que quand tu fais des études de criminologie, ils comprennent que l'instinct criminel, c'est l'un des principaux critères des criminels, c'est le présentisme. C'est le fait de l'incapacité qu'ils ont à se projeter dans l'avenir et leurs conséquences. Ce qui veut dire que quand bien même les sanctions seraient plus fortes, il y a quand même une frange de la population criminelle, il y a des pourcentages qui de toute façon ça ne changerait rien pour eux. Parce qu'en réalité, ils réagissent. Et on en a tous, des gens comme ça. Moi j'en connais plein où tu sais... ils vont y aller. Qui vont switcher. Je me souviens d'un pote à moi, je tairai son nom, mais il se fait voler son téléphone, il sort de boîte, un gars passe à côté, lui tape la tête, lui vole son téléphone, il se barre. Le réflexe de mon pote, le téléphone était perdu, ça a été de retourner chez lui, de sortir avec un couteau de cuisine en plein milieu de Place Plume à Tours, tu vois. Et il s'est fait contrôler par les flics. Et les flics, ils l'ont défoncé. Et en fait, sa première réaction, qui était d'ailleurs bête, parce qu'il n'avait pas vu la tête du gars, donc en réalité... Il cherche qui, en fait, tu cherches qui tu vas croiser quelqu'un qui potentiellement ressemble de loin à la lueur que tu as vue, et bim, tu vas aller lui planter un coup de couteau, et en plus un couteau de cuisine. Mais il est sorti avec le couteau qui faisait 20 cm. Et donc, tu vois, lui, j'en suis persuadé un jour, il sera dans les faits divers. Parce que je sais qu'il a cet esprit il n'arrive pas... Quand il câble, il câble pas les conséquences. Faut pas lui voler son téléphone. Faut pas lui voler son téléphone. Mais faut rien lui faire à lui. Faut pas lui parler. Elle est pas fréquentable ton pote. On a été dans des situations à cause de lui, c'était dur. Hein. Je me souviens une fois, on sortait de boîte et il voit un groupe de 9 personnes qui arrivent. On est 3 et il y a sa meuf. Mais il est dyslexique. Et il commence à les insulter de loin, à faire des grosses injures racistes. Et je le regarde, je dis mais t'es raciste toi. Je fais mais pourquoi en fait ça n'a aucun sens. On est 3, s'ils se mettent à nous taper dessus, ils sont 9. Et là il fait ouais mais toi tu fais des sports de combat. Mais ta gueule, ils sont 9. Mais t'es mal. C'est sa carte. Je le lâche, mais ils sont 9. Et lui il nous a foutu dans des sauces plein de fois.
plein de C'est fois. sûr que- Et vraiment, On en a tous un comme ça, ouais. Ouais. Et c'est vraiment ce côté-là. Et je te dis, il y a vraiment un esprit qui est global. Il y a des criminels qui ne se poseront pas la question des conséquences. Mais Ça. par contre, des personnes réfléchies, La plupart des gens sont réfléchis quand même. j'espère. Ouais. J'espère. Mais je trouve ça intéressant aussi que les sports de combat ont tendance aussi à te pacifier. C'est-à-dire, même des gens comme ça, ceux qu'on pourrait qualifier des fous du bus, une fois qu'ils pratiquent un peu. Oui, les sports de combat, ça rend humble. Ouais. Tu apprends que, en fait, tu peux te faire, voilà quoi. Ouais, Tu t'en peux as te pas faire, besoin. Parce que, ouais, mais tu vois, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'ai commencé à m'intéresser beaucoup au sol parce que la première fois que j'en ai fait, Mhm. je me suis fait tordre, mais d'une force, Ouais. contre un mec qui avait un gabarit, tu vois. T'aurais pas imaginé. Beaucoup. Ah ouais, je me suis dit, en fait, je vais y aller, tu vois, lui, il est pour moi. Ouais. Ah non, Eh c'est ben, moi, je suis pour lui. Ah, il m'a C'était vraiment pas chiffonné. lui. Ah, il m'a chiffonné, mais c'était. Ah, Ah oui, ouais. tu rentres à la maison, tu y penses. Ah et tout, ouais. Ah, ouais. t'en parles à personne, je suis dans les yeux ouverts comme ça. Tu te dis, ah ouais. Mais c'est vrai. Et en plus, ça te reste dans la Ça tête. reste, T'as ouais. aussi des souvenirs comme ça, toi, Bafo? Moi, ou pas j'ai un souvenir là, pendant mes dernières années. J'avais fait un sparring un jour avec un Russe. Il était jamais venu à la salle, tu vois. Il m'a lavé pendant 10 minutes au Ouais. sol. J'ai fait 2 rounds de 5 Ouais. minutes. J'ai rien pu faire. Bah ouais. Il faisait, je crois, il faisait 77 kilos, 80. Ouais, c'est un délire. Arrête, bon, ce jour-là, je jeûnais et tout. Ouais. Mais Ouais. je me suis jamais, je me suis dit, waouh. Après, j'ai fait le dos rond. Ouais. J'ai dit, bon, c'est 10 minutes dans une journée, c'est pas grave, ça va passer. En vrai, ouais, vu comme ça, c'est pas grave. Mais tu vois, je trouve que cette mentalité, elle est pas donnée à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde le fait de se dire, il y en a plein qui feraient, ah bah c'est que c'est pas pour moi, j'abandonne. Ah oui. Toi, ta réaction, c'est pas celle-là. Non, non, Ouais, non. parce que sur le moment, t'as pas le choix. Oui. Ouais, Non, mais sur mais le après, moment, t'y- c'est une t'y- chose. Mais t'y quand tu rentres chez retournes, toi, quand tu rentres chez toi, Ouais. le fait que tu continues après à t'entraîner, que potentiellement ça te motive plus. Tout le monde n'est pas comme ça. Ah c'est oui, vrai. non, Ouais, c'est sûr. vrai. Non, Après, mais ouais, c'est une petite question d'ego aussi. c'est ça. Et puis Ouais. même, en fait, Ouais. quand tu te projettes un petit peu, tu te dis si jamais en fait je tombe contre un mec comme ça, parce que maintenant en fait tu te dis ça peut arriver de n'importe où. Si lui m'a chiffonné, en fait tout le monde peut me chiffonner du coup. Donc tu prends un peu sur toi, tu vas quoi. Ouais. Et vous avez compris, vous, ce qui vous poussait encore à vous entraîner aussi sérieusement? Est-ce que toi, pour le coup, t'es passé sur le côté de c'est un métier? Ouais, moi, c'est mon métier. Là, c'est-à-dire, il n'y a plus rien d'autre qui t'intéresse à part le fait de. Je sais Performer. que t'es père. Ouais, donc oui. Forcément, ça doit jouer aussi dans la balance le côté de je vais offrir aussi à mes enfants, Oui, il y a à ça. mes filles, une vie. Mais je pense que moi, ma vision que j'ai, Mm. il faut pas faire des MMA pour les gens. Mm. Dans le sens où, tu as vu, quand tu rentres dans la cage, moi, c'est ce que je dis aux gens qui vont commencer les MMA. Là, c'est ton moment, c'est toi. Oublie que t'es père, oublie que t'es fils. Là, c'est ta personne. Faut que tu prouves à ce moment-là parce que c'est là où il y a les projecteurs sur toi. Donc, c'est sûr que ça aide et tout. Mais aujourd'hui, moi, Mathieu, je le vois plus comme un métier. Je dois le faire, je dois m'entraîner. Et j'ai des objectifs aussi de carrière. Mais ouais, aujourd'hui, c'est mon métier. Mm. Parce qu'en plus, j'ai bien pris mon temps en amateur. Donc là, vu que je suis professionnel, c'est mon métier et je veux l'exercer de la meilleure manière. T'es véritablement un athlète. C'est-à-dire, ta Voilà. vision depuis le début, c'est Là, c'est ça. Je suis rémunéré pour ça. Ouais. J'ai des sponsors pour ça. Donc, du coup, les gens, peut-être, il y en a, ils ont pris des abonnements pour me voir à la télé. Donc, du coup, c'est mon métier. Que ça me plaise ou pas, il faut que je le fasse. Même si des fois, j'ai pas envie. Tu vois, mais c'est mon métier aujourd'hui. Comme le travail, de temps en temps. t'as pas envie d'y aller. Voilà, comme le travail, tu n'as pas envie d'y aller, mais tu dois le faire. Ok. D'ailleurs, travail que tu as toujours. Tu travailles toujours une Toujours électricien, toujours Ouais. à la mairie. Parce que les gens, ils croient, quand tu passes à la télé, que c'est bon. Ouais. Mais non, aussi, c'est ça qui fait aussi que moi, les gens, ils me disent que je suis un peu particulier parce que faut pas prendre la grosse tête. C'est pas parce que tu passes à la télé que tu dois changer. Tu dois toujours rester qui t'es, je pense. Mais t'es particulier dans cette génération. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que tu étais déjà particulier à l'époque. Je pense que ce que tu as traversé t'a rendu particulier. Je pense aussi que l'âge et la maturité que tu as quand tu as commencé le MMA, parce que ça, c'est vrai qu'on ne l'a peut-être pas dit, mais tu peux nous rappeler ton âge, parce qu'en fait, J'ai il a commencé le 31 ans. MMA. J'ai commencé à 28 ans, Voilà. il y a 3 ans. Ouais. Donc voilà, et il a 31 ans. Et on ne se rend pas compte de ça, mais c'est même si le MMA, notamment chez les poids les plus lourds, c'est un sport à maturité tardive, tu restes quand même une forme d'anomalie et d'exception dans ce domaine-là. Non, bien sûr. De toute façon, il y a très peu de gens qui n'ont pas fait de sport de combat, qui se lancent dans les MMA, Ça arrive pas, ouais. qui font un combat au bout de 8 semaines.
avec un mec qui fait 20 kilos de plus, oui. Ouais. Mais après, non, c'est mon histoire, c'est moi qui devais le faire, et puis tranquille. Mais, tu vois, malgré tout, moi, avant même que je commence le MMA, je me disais toujours que peu importe ce que je deviens dans la vie, essaye de rester comme les gens ils t'ont connu. Ne laisse pas soit les épreuves te changer, ou soit les bons côtés te changer. Essaye de rester toujours comme tu étais avec les gens et tout. Tu peux évoluer, mais ne deviens pas une mauvaise personne, ne deviens pas « Ah putain, il n'était pas comme ça, tout ça. Ouais. » Tu vois, j'ai toujours peur de ça, moi. Je comprends. Et toi, Anto, t'as vu ce qui te motivait encore? Alors moi, c'est tout le contraire de Bafodé, en fait. J'ai jamais fait de sport de combat pour performer. Je l'ai toujours fait, en fait, pour moi, mon équilibre personnel. Ouais. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de mon mauvais moi, on va dire, quand j'étais plus jeune. Je sais pour sûr qu'il est encore présent quand je m'entraîne pas. Tu vois, quand par exemple je suis blessé ou sur des périodes de vacances où pendant 2-3 semaines je ne m'entraîne pas, je sais que je perçois pas les informations de la même manière. Tu vois, ça veut dire que sur un malentendu, il y a des choses qui peuvent m'agacer beaucoup plus vite. Et après, je suis pas quelqu'un de teubé non plus, donc il y a des trucs en fait, je passe outre. Mais je sais que je peux être beaucoup plus impulsif sur des choses qui me touchent, tu vois. Cette intelligence émotionnelle qu'on parlait tout à l'heure, je pense qu'elle est mise à rude épreuve quand ça te touche personnellement et que tes émotions rentrent en ligne de compte. Et ça, c'est un truc que j'ai encore un petit peu de mal à faire. T'as encore un démon et qu'en fait, Ouais, c'est... le fait de t'entraîner. Voilà, en fait, ça me canalise et ça me permet, et dans mon boulot, et dans mes relations sociales et familiales, en fait, d'être quelqu'un, on va dire, de bien. Ouais. Voilà. Mais moi, tu vois, Mathieu, je sais pas comment Anto il fait. Moi, si je fais pas un sport pour performer, Ah, tu vois, parce que moi, quand je... Enfin, moi, je suis comme lui, j'en Ouais, ai rien le- à foutre de performer. ouais, La le compétition peu- ne m'intéresse, mais absolument. Non. Le peu que je combats par an, Après, déjà, en faut fait, le- ça me fait absolument rien. Tu vois, j'arrive en compétition, je suis neutre. Que Ouais. je gagne ou je perds, je repars chez moi, je suis neutre. J'ai pas de... Ça me procure rien. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je combats pas tant que ça. Parce qu'en fait, tu vois, c'est cool parce que tu testes de temps en temps. Mais sinon, j'ai pas de motivation à aller me tester et à brûler un week-end où t'as payé 110 balles ta Ouais. compétition et que t'as pas de rémunération. Ça, Ouais. c'est... Petit message, là, pour non, moi, Pour la CFJB, Pour la Fédé, là, ou ouais. la IBJJF, oui, c'est au moins, oui, je crois que c'est même 140 pour le C'est Ouais, IBJJF. ça dépend. non, bah, tu vois, ça, moi, Ouais. je sais pas comment vous faites, les gars. Moi, c'est. Tu vois, pour moi, je pense que je suis un gros paresseux. Oui. Et du fait que j'ai peur d'être très paresseux, quand je travaille bien fort. C'est-à-dire, tu vois, quand je prépare un combat, je me mets dans une sorte de paranoïa où je me dis, ouais, il veut me tuer, il veut prendre ma famille. Tu vois, je me dis des choses comme ça. Comme ça m'oblige à me dépasser. Ah, tu dois bien dormir, toi. Ouais, non, mais c'est ça qui fait Ouais. que, tu vois, par exemple, deux fois, quand je te dis, je cours 5 km en 20 minutes et tout, Ah, il y a quelqu'un qui te course? bah non, c'est que je me dis, t'as vu, il faut que je me tue parce qu'il va me tuer l'autre et tout, tu vois, je rentre dans une Ouais, parano. c'est pour ça. Voilà, tu vois. Même si deux fois je me dis, mais il fait pas ça. Mais je me dis, ouais, mais vas-y, tranquille, ça se trouve, il le fait et tout. Mais je pourrais pas faire. Tu vois, je pense dès que je finis ma carrière, à mon avis, je vais être très gros. Très... Ah, c'est sûr. Ouais, non, je te jure. Déjà, t'as pas fini. Ah, c'est que je ça me- fait des je- blagues des personnages. Je veux dire que je pourrais pas être. Je pourrais pas faire du sport pour plaisir. Je vois ce que tu Maintenant, veux en fait, ce que je pourrais faire pour le plaisir, c'est manger sainement. Parce que c'est la santé et tout. Mais se faire du mal et tout, se rouler. Oh non. Mais moi, quand je t'entends, j'ai vraiment l'impression d'entendre John Jones, parce que c'était ça aussi. Lui, il a vraiment ce côté de... pour se motiver à s'entraîner, il est obligé de se mettre dans des situations où il s'imagine que le gars va essayer de le tuer. Ah, je te jure, moi, je me dis des trucs de fou. Hein. Ouais. Je me rappelle, moi, quand je préparais mon combat contre Nantois, j'étais seul à la maison et deux fois, je pensais comme ça. Je me disais, bon, bah, si tu perds, comment tu fais et tout. Mais je me suis posé des réelles questions, moi, avant ce combat et tout, tu vois. Mais, ah non, moi, je me dis, je me rentre dans une parano. Parce que sinon, après, tu vas aller là-bas, tu vas peut-être faire un truc, tu vas pas être fier. C'est dire, non, il faut être parano, pour moi, à mon avis. Dès que tu veux viser du résultat, c'est la paranoïa qui aide, pour mon cas. Non, mais je pense que tu as raison et je pense que ta manière de réagir est plutôt la manière d'un champion. Mais c'est vrai que, ouais, je sais pas, moi, de la compétition, je m'en fous complètement. Mais pourquoi, après, vous vous en foutez?
Parce qu'en fait... Parce que c'est pas nos motivations. Moi, mes Ouais. motivations. Moi, je vais vraiment m'entraîner pour le plaisir. Ça veut dire que Ouais. j'arrive, je suis content d'être là. Tu vois, quand j'ai fini de m'entraîner, il y a très souvent où j'ai envie d'y retourner parce qu'en fait, j'ai un manque quelque part. Tu vois. Moi, Ah ouais, moi, j'aime je bien. vais à l'entraînement, j'ai pas envie. Ah ouais. On me parle, je dis, mais pourquoi il me parle et tout. Je dis, mais tu vois, par exemple, là, on commence à être en hiver. Ouais, ah oui. T'as vu, aller à l'entraînement, Ouais. faut du cœur. Là, moi, je sais pas les mecs comment ils font pour pas de résultats et tout. Tu vois, par exemple, avant, je jouais au foot parce que je voulais être professionnel, je me suis donné corps et âme. Tu vois, aujourd'hui, il y a des mecs qui jouent au foot, je me dis, mais pourquoi ils font ça? Dans le froid, tu gagnes pas d'oseille. Tu Ah ouais, souffres, ouais. t'es loin Ouais, de je ta suis d'accord. famille. Non, mais tu Ouais. vois, mais on va dire, nous, on va à la salle. Bon, on Oui, est oui. dans le show. Ouais. Mais imagine, tu Ah, te t'as fais d'autres que. contraintes, Ouais, ouais, mais oui. imagine, tu te fais que étrangler. Le mec, il te met des patates. Ouais, mes frères, on prend du plaisir parce que aussi on a le niveau qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je vais pas à la salle pour me faire chiffonner, tu vois ce que je veux dire. Oui. Ça a duré un temps et au départ, Mhm. t'es obligé de passer par Moi, là. ça m'arrive. Mais Mhm. là, si au bout de 10 ans de pratique, je me fais toujours chiffonner, Oui. je fais autre chose. Mhm. Tu vois, c'est. Non, mais je comprends. Et après, je pense aussi qu'il y a des... T'as d'autres objectifs aussi dans ta vie, en fait. Toi, Oui, le alors sport de combat, c'est ouais, ta side effectivement, quest, en fait. voilà, en fait, je mets aussi tellement d'énergie autre part que Ouais. me rajouter cette contrainte-là de. Alors, pour le coup, non, parce que je m'entraîne vraiment toutes les semaines depuis des années. Donc, en fait, cette rigueur-là, elle changera pas. Mais le fait de me dire, je dois être à ce poids-là, ce week-end-là, et que, en fait, ça me rajoute une obligation sur un planning qui est déjà, tu vois, Ouais. assez contraignant. Ça, psychologiquement, c'est usant, tu vois, ça rajoute une charge mentale qui est pas nécessaire dans mon cas. Donc, en fait, c'est pas là où je veux être performant. J'ai d'autres trucs à côté, plus au niveau professionnel, où voilà, je vise. Effectivement, là, on parle de performance. Pour moi, la performance, elle se trouve autre part. Effectivement, vu comme ça, j'y avais pas pensé. Mais oui, c'est clair. Ouais. Et est-ce qu'il y a aussi le côté de peut-être gestion des hormones? Est-ce que par exemple la dopamine est sécrétée dans d'autres moments pour toi? Est-ce que le rôle de la testostérone a un rôle à tenir là-dessus sur ces différences-là? Est-ce que par exemple des taux de testostérone différents selon les mecs font qu'il y en a certains qui vont se diriger vers des sports de combat plutôt que d'autres? Alors, Faudrait faire des prises de sang avec tout le monde. De manière générale, si on parle de testostérone, les taux sont de plus en plus faibles et ça impacte en fait, ça impacte notre manière de vivre, tu vois. Là, tu rentres dans un sujet qui est hyper compliqué, mais effectivement, ça va dépendre pas forcément de la pratique que tu vas faire, mais de la manière dont tu t'investis dessus. Tu vois, tu as des mecs qui viennent, mais parce qu'ils ont des motivations aussi qui font que leur taux de testostérone, en fait, est pris à partie. Donc, des mecs qui n'ont pas une image telle qu'on la connaît d'un homme qui sait se défendre, qui est un petit peu viril, voilà, tout ça, et ben en fait, ils vont compenser aussi un petit peu par les sports de combat, et c'est une très bonne chose de le faire, tu vois. Mais, ouais, c'est... Mais les raisons pour lesquelles la testostérone est si basse chez la population maintenant, il y en a beaucoup qui disent que c'est sédentarité, nourriture. Alors, tu as et la sédentarité, Mm. le sommeil, c'est hyper important. Ensuite, tu as tous les perturbateurs endocriniens qu'on va retrouver en fait dans La bouffe, l'agroalimentaire, les crèmes, dans ouais. l'eau, La dans cosmétique. les cosmétiques, les produits avec fragrance. La sédentarité, c'est quoi, s'il vous plaît? Est-ce qu'on fait rien? Sédentarité, Exactement. c'est quand tu T'es fais oisif, quoi. Ouais. voilà. Ok. Là, Exactement. en étant assis, on est sédentaire. D'accord, ok, oisif. Donc Ok, là, ok. tu vois, notre taux de testo, il baisse. Ouais. Là, je le Tu sens. Là, Je comprends. tu vois. Non, mais le sommeil, par contre, c'est un des facteurs premiers. Ouais. on Le dort sommeil, pas c'est assez. hyper important. Ouais. Mm. Ouais, plus le temps augmente, Ouais. pire c'est. Et pour le coup, je suis bon exemple, mon sommeil est une horreur. Mm. Mais depuis plusieurs moments. Et je le sens aussi des fois, cette baisse de motivation. Justement, bien parce sûr. que j'ai Ouais. du mal C'est vrai, à dormir. Mais ouais, c'est. Plus l'âge il avance, plus tu as besoin de sommeil. Ouais. Malheureusement, ouais, après, tu as des obligations de boulot aussi en fonction des objectifs que tu t'es fixés. C'est vrai que moi, pour le coup, le Zone Rouge, le podcast que je fais avec Tanguy, donc mon pote qui est dans le sud, en fait, c'est ma side quest. C'est-à-dire, c'est pas de là où je vais tirer du bénéfice, c'est même plutôt de l'investissement. Et donc, ça veut dire que nécessairement, tu dois grappiller sur des moments où tu es libre. Donc, tes Bien sûr. moments de sommeil, tes Mais- moments de temps libre, de loisirs. Mais veut dire ça que- peut être, pour moi en tout cas, Mm. ça peut être que provisoire parce que ta performance, que ce soit l'entraînement, au travail, etc., elle dépend
directement de ton hygiène de vie et le sommeil en fait partie. Tout à fait. Ta manière de t'alimenter en fait partie. Tu vois, par exemple, pour moi, un bon combattant de MMA, c'est quelqu'un qui s'entraîne et qui fait en sorte que euh, la structure de sa semaine Ouais. lui permette d'être performant à l'entraînement, avant d'être performant en cage. Tu vois, tu peux pas en fait arriver cramé à tous tes entraînements, ne pas appliquer techniquement ce qu'on te demande, à ne pas avoir de bonnes sensations et espérer performer en fait sur des échéances. Donc, faut vraiment avoir une structure euh, correcte, avoir l'énergie nécessaire pour tous tes entraînements. Donc la discipline, c'est le maître mot en réalité. La discipline, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, la discipline, certains la définissent juste par la rigueur et leur fréquence d'entraînement. Pour moi, ça va un petit peu plus loin que ça, comme je viens de Bien l'expliquer. sûr. C'est vraiment en fait t'organiser pour être performant à l'entraînement si toi, tes objectifs se trouvent ici. Si c'est juste un élément dans ta journée en plus qui fait que ça te fait relâcher une pression, ok, pourquoi pas? Tu vois, t'as pas besoin d'être aussi, on va dire, précis sur ce que tu fais en amont. Mais par contre, si tu dois combattre comme Bafodé, à un moment donné, il faut que tu t'organises autour. Ouais. C'est sûr. Et toi, c'est ce que tu as fait. Oui, pour moi, comme Anto il a dit, pour moi, l'athlète, il y a 33% de chaque chose. 33% d'hygiène de vie. Dans l'hygiène de vie, je mets l'alimentation, le sommeil, 33% d'entraînement et 33% de... Non, hygiène, entraînement et repos. Et ouais, il faut que tu répartisses bien tout, sinon tu vas pas être performant. Et tu vas pas pouvoir enchaîner surtout. C'est la répétition, tu vois. Moi, avant que je sois professionnel, je voulais faire beaucoup de combats pour maintenir. Aujourd'hui, je suis professionnel, même si j'ai pas de combat, je sais ce que j'ai à faire, tu vois. Ouais. Et ouais, et tout ça, c'est dans la discipline. Et je sais que par exemple, tu es passé d'un full-time à un part-time avec ton boulot. C'est-à-dire que Ouais, là, maintenant, ça commence là. tu commences à ne plus être en temps plein. Je me Mhm. souviens aussi que on en avait parlé de par exemple aussi les compléments alimentaires que tu jamais, enfin que avant le MMA. Ah ouais, non, que t'en prenais pas. J'en prenais pas, non. Donc c'est-à-dire que en fait, toi, tu t'as pu jouer en fait sur plein d'aspects après, et tu les as pris dans l'ordre. C'est-à-dire plutôt C'est que ça. d'essayer de jouer sur tous les aspects. Et certes que ta performance monte, bah toi, Mhm. tu les as ajoutés au fur et à mesure. C'est Tu as dit, ça. bon, le boulot, je peux pas m'entraîner assez, donc hop, on diminue le temps de travail, je pars sur un part-time. En plus, de C'est toute ça. façon, tu commences à gagner de l'argent aussi Mhm. via le MMA et les sponsors. Ensuite, l'alimentation, les compléments alimentaires. Et C'est en ça. fait, tu as joué au fur et à mesure sur tous ces aspects. C'est petit à petit. Tu peux Ouais. pas dire que d'abord tu vas aller là. Chaque chose dans la vie, c'est étape par étape, tu Ouais. vois. Amateur, ensuite pro. D'abord se gérer, d'abord s'entraîner bien, s'inscrire dans un club. Ouais. Et ensuite, après, tout suit, quoi. Ah oui, oui. Et je trouve que c'est la bonne manière de faire, mais c'est cool que tu aies la maturité de le faire seul. Et aussi la maturité aussi de t'entourer. Notamment, de bien s'entourer. ouais. Oui, non, C'est important. c'est Ouais. vrai que c'est important. Il faut, tu sais, un combattant MMA, c'est un peu comme un chef d'entreprise, tu vois. Ah bah, Parce que, et en plus, il y a toute une équipe autour de lui que si soit il a construit ou soit bon, il a des bonnes, il peut avoir de la chance, il y a quelqu'un qui gère ça pour lui et tout. sûr. Mais tu sais, moi, après, arrivé à peu près à mes 25-26 ans, j'ai arrêté de laisser, par exemple, mon destin dans les mains des gens. Donc, je me suis très concentré sur moi, comment faire les choses. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, tu sais, j'ai commencé les MMA tard. Et j'ai vite compris qu'il y a très peu de gens qui vont se dire « Oh, lui, t'as vu, il a quelque chose, on va se mettre derrière lui. Ouais. » Je me suis vite dit « T'as vu, fais des résultats, fais des choses, et ensuite, ça va aller. » Mais tu peux pas exiger des choses si t'as rien prouvé. Surtout à l'époque où le MMA avait commencé, bon, c'était en 2022, ça avait le vent en poupe et tout. T'as vu, t'arriver dans un club, t'as beau être beau gosse ou avoir la meilleure motivation du monde, c'est compliqué aujourd'hui. Ouais. Ça veut dire, je me suis dit, écoute, tu vas venir, tu vas casser la machine, ça veut dire tu vas faire le plus de combats possible. Comme ça, quoi qu'il arrive, on ne va pas pouvoir t'ignorer. Et ensuite, c'est aller comme ça, tu vois. C'est comme ça que moi, j'avais ma vision et c'est comme ça que j'ai pu faire les choses bien. C'était une logique de conquête, en Ouais, réalité. exactement. C'est-à-dire que tu avais 28 ans, tu savais que les gens allaient se dire il est trop vieux, quand bien même tu serais talentueux. Et en fait, tu as fait vous croyez pas en moi, let's go, tu vois. Voilà, je me suis dit, si vous ne croyez pas en moi, moi je crois en moi, je me connais, tu vois.
Mais tu vois, et je comprends, hein, moi, que les gens ne croyaient pas en moi. C'est normal. T'as pas fait de sport de combat, tu viens, tu dis, tu veux faire du MMA, tu te prends pour qui, tu vois? Donc, c'est normal. Je pense que c'est important aussi ça de le dire à ceux qui écoutent. Il y a une différence qui est fondamentale là sur ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, il faut comprendre que parfois les gens ne croient pas en vous, mais c'est pas parce que ces gens ne croient pas en vous que forcément ils sont mal intentionnés. Bien sûr. C'est que potentiellement, c'est aussi à toi de leur prouver que tu vas faire quelque chose. Dans plein de situations, il y en a qui vont dire tu le feras pas, c'est pas pour autant que tu dois te démotiver. Force les choses. Et C'est après, ça, faut forcer les choses et comme tu as dit, faut pas en vouloir aux gens. Tu sais, la vie, c'est la fatalité, on se dirige vers la mort, tout ça. Bah, plus tu grandis, plus tu te diriges vers la mort. Mais c'est normal qu'on va mettre plus d'espoir sur un mec qui a 20 ans qu'un mec qui a 21, qui a 29 ou 30, qui ne connaît pas forcément le sport et tout. C'est normal. Ça veut dire, mets tout ça de côté, ton temps, il t'appartient. Fais ce que tu peux faire dans ton temps qui t'est donné. Dépêche-toi de vivre, dépêche-toi de mourir. Fais ce que tu as à faire et après, les choses suivront. Moi, c'était ma logique. Ouais, je trouve ça très intéressant. Et heureusement, j'ai fait ça. Ouais. Tu sais, heureusement, j'ai pas attendu que les gens... Tu sais, je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui commencent les MMA. Ouais, j'attends qu'on me trouve un combat et tout. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Va faire les MMA League, va faire toute la France. Tu fais le maximum de combats. Moi, tu as vu, j'ai pas attendu que mon entraîneur il me trouve des combats. Non. C'est moi qui disais, j'ai un combat, on y va. Mais même dans ta carrière pro, en réalité, le choix que tu as fait, par exemple, de venir chez Hexagone... Tu vois, tout le monde se disait, pourquoi t'es pas allé à Arès? Bah, déjà, je fais ce que je veux, tu vois. Et non. Déjà, je suis costaud, je fais ce que je veux. Tu vois, mais les gens ils me disent, ouais, pourquoi? Déjà, je fais ce que je veux. Et tu vois, dans les MMA, j'ai toujours eu ce truc où, je t'ai dit, moi, à partir de 25, 26 ans, je me suis interdit le fait de laisser quelqu'un avoir décidé pour moi. Et dans le MMA, c'est ça que j'aime bien, c'est que dans tous les cas, c'est moi qui rentre dans la cage. Ça veut dire que c'est moi qui est responsable des résultats, même si on est une équipe et tout. Mais tu vois, dès que, par exemple, tu vois ma blessure, et, j'ai mon entraîneur, j'ai Anto, tout ça, mais c'est pas eux qui se sont blessés. C'est moi qui l'ai ressenti dans mon corps, tout ça, tu vois. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, non. Avant que je commence le MMA, je voulais faire un peu de coaching. J'étais un peu coach et tout, mais je me suis dit, putain, mais il y a des gens, ils veulent pas faire les efforts. Donc, j'ai dit, mais pourquoi toi, tu sais que tu peux faire plus d'efforts. Bah, vas-y, fais. Et bah, c'est comme ça que j'ai un peu commencé les MMA aussi. Ouais. T'es responsable. Ouais. Ça c'est, je sais que je me souviens qu'on en avait parlé. Je crois que j'ai encore je la mettrai peut-être à l'image. On avait cette discussion par rapport à ton premier combat à Nantes. Ouais. Ah oui, à Nantes. Le premier combat chez Hexagone. Exactement. Et donc, tu mets un gros KO au premier round, comme tous les KO de toute façon que tu as mis, donc sur les 3 derniers en tout cas. Et on discute avec ton adversaire en backstage après, donc il est très amoché, et il t'explique qu'il est venu, qu'il n'était pas prêt, qu'il savait qu'il n'était pas prêt, qu'il n'était pas au poids. Et je vois que ça te touche. Mais la réaction que tu as en interview, c'est tu as signé le contrat. T'es responsable. T'es responsable. Tu vois, on a eu un cas là dernièrement, c'était Arman Tsarukyan. Ouais. Il devait combattre pour la ceinture contre Islam Makhachev. Ça fait je sais pas combien de temps il prépare. Le gars, il a v'là l'oseille. Il a pull-out du combat parce que je crois qu'il s'était blessé. Ouais. Les gens, ils nous ont dit, mais t'es un malade. Mais t'as vu, c'est toi qui décides. Quand tu décides de rentrer dans la cage, c'est toi qui décides de tout. Tu peux avoir la meilleure équipe, tu peux avoir le meilleur entraîneur sur le côté, le meilleur nutritionniste. C'est toi qui es responsable. C'est toi qui es responsable. Et tu vois, il y a un autre exemple qui, pour le coup, dans la catégorie d'en dessous, c'est Evloev, qui est considéré comme étant le challenger légitime à la ceinture et qui n'a jamais eu sa chance pour le titre. Oui. Mais la réalité, c'est qu'il a pull-out plein de fois. Donc pull-out, pour que les gens comprennent, parce qu'il y aura peut-être des auditeurs qui ne suivent pas le MMA, c'est le fait d'avoir un combat et de renoncer au fait de combattre parce que tu t'es blessé, parce que tu as d'autres choses. Et en fait, lui, ça lui est arrivé plusieurs fois. Donc en fait, au bout d'un moment, tu le mets en tête d'affiche chez relou. L'UFC, il dit ah mais mec, je peux pas te faire confiance. Et donc, ils vont te sanctionner. Et c'est ce qui se passe c'est ce qui s'est passé avec Arman. Ils ont refusé de le faire combattre pour la ceinture. Même encore maintenant, il n'est pas certain de recombattre pour la ceinture. Et Evloev, c'est la même chose. C'est ce qui se passe pour Ziam, à mon sens. Tu vois, parce que là, ils l'ont mis un bourbier, c'est pas pour rien. Parce que Faraz, il a beaucoup. En fait, non, mais sur le dernier combat, sur une raison qui est légitime. Tu vois, le décès de sa grand-mère.
Voilà, c'est une raison qui est légitime, mais par contre, l'UFC n'aime pas ça. Ouais. Ah non, mais Là, ils lui ont mis une comme petite le salade, quand même. Senketa. Le Senketa. Ouais. Mm. Le Senketa. Le Senketa, on te fait signer, c'est un Guinéen comme moi, tu vois. Mm. Et il a pull-up, tout le monde attendait, tout ça. Et il n'a pas fait la pesée, donc c'est... Ouais. C'est mortel. Tu vois, c'est un sport spectacle. Moi, j'aime bien dire que le MMA, c'est comme la vie, tu vois. Tu gagnes, tout le monde te connaît, tu perds. C'est cruel, mais c'est ça qui fait la beauté de ce sport, Ouais. tu vois. D'accord aussi. Et tu le vois, cette mentalité, parce que pour le coup, tu es coach aussi. La différence de mentalité entre quelqu'un qui est comme Bafo et celui de ceux que tu vas Ouais. pouvoir... Bah, en fait, tu le vois dans l'investissement tu vois, global à l'entraînement. Ça veut dire que tu as des mecs qui sont beaucoup plus attentifs, qui vont appliquer beaucoup plus et qui vont aller chercher d'autres théories, qui vont essayer de te les expliquer et demander en fait si c'est OK, si c'est pas OK. Derrière, on a mangé 1 heure de sparring, eux sont toujours là, tu vois, quitte à manger sur leur temps, sur d'autres aspects de leur vie. Donc, non, c'est un investissement qui est un peu plus important. Mais c'est parce que, comme il le dit, en fait, ils ont des objectifs que d'autres personnes n'ont pas. Et pour ça, faut s'en Faut se donner les moyens. Et est-ce que toi, en tant que coach, quelqu'un aussi qui touche à la nutrition et à la santé, tu te rends compte de la différence de ce qu'est le fait de se fixer des objectifs? Je pense que pour beaucoup de personnes, le fait de ne pas se fixer des objectifs, c'est beaucoup aussi... c'est la raison pour laquelle on ne va pas évoluer. Un bon objectif est moteur, en fait. Donc, tu es, à mon sens, obligé d'en avoir un, même si cet objectif-là, en fait, il n'a pas de sens pour d'autres. Donc, tu as des personnes qui vont pratiquer juste, comme moi, pour le plaisir, en fait. Tu vois? Et moi, ça me tient depuis des années. Je sais que ça me tiendra toujours. Après, tu as aussi... Enfin, t'as le plaisir, en fait, d'être en bonne santé, d'avoir une connexion avec ton corps qui est correcte. Tu as aussi le plaisir d'évoluer dans ta discipline et voir que tu performes à ton échelle, tu vois, sur les sparring que tu fais. Donc, non, tu es obligé d'avoir un objectif, peu importe, t'en as qui sont plus moteurs que d'autres, hein, mais tu es obligé d'en avoir un. Et c'est quoi, toi, ton objectif, justement? Moi, mon objectif, c'est simplement, en fait, j'ai envie de te dire, rester en forme et continuer à pratiquer pour pouvoir ensuite enseigner. Tu vois, c'est parce que je préfère enseigner que, par exemple, aller en compétition. compète. Tu vois, Ouais. pour moi, c'est plus gratifiant. Je sais que alors, parce que je sais aussi que je suis meilleur enseignant que Qu'athlète, performant. qu'athlète, en fait, de manière générale. Ok. Donc, Et même des objectifs en dehors des sports de combat, est-ce que tu en as? Tu parlais par exemple d'entrepreneuriat. Est-ce que c'était de ça dont tu parlais ou est-ce que c'est d'autres sujets que tu vas avoir? Non, c'est des objectifs principalement financiers, mais c'est parce que de mon côté, je me mets des responsabilités que je devrais pas forcément avoir, tu vois. Donc en fait, je me mets une pression par rapport à ça qui est très usante, mais et qui est pas forcément nécessaire. Mais malheureusement, je peux pas faire autrement. Elle est motrice pour toi. Voilà, c'est ancré depuis très longtemps. J'ai l'impression que je dois répondre à toutes les demandes de la Terre alors que c'est pas forcément mon rôle. Mais en fait, c'est cette appréhension qu'un jour, en fait, on me demande quelque chose, que ce soit un service et que je puisse pas y répondre. Tu vois, c'est un truc qui me gêne, par exemple. Ok. Donc oui, mes objectifs sont autres que parce que pour le coup, ça aurait pu passer par le sport. Mais aujourd'hui, t'as pas d'oseille en grappling, t'as pas d'oseille en MMA, ou alors faut performer à des échelles que je sais que j'irai jamais. Ouais. Donc voilà. Ok. Est-ce que tu veux nous en parler justement de ces objectifs pour qu'on essaye de comprendre, notamment entrepreneurial? Parce que moi, ça m'intéresse de voir comment ça te drive. Parce qu'en fait, moi, de mon impression, là, quand t'en discutes, j'ai l'impression que le sport de combat t'aide à maintenir ton équilibre, ta lucidité, la santé aussi, pour pouvoir justement réaliser tes objectifs. Et alors que pour le coup, pour Bafodé, c'est la santé,
en fait, c'est devenu, entre guillemets, l'objectif. En tout cas, Oui. l'objectif je veux dire à moyen terme, parce que tu feras pas ça toute ta vie, tu le sais. Oui. Mais par contre, à moyen terme, ça va être ton objectif principal, ça va être de performer au haut niveau Oui. et potentiellement arriver, je l'espère en tout cas, à l'UFC ou dans des grosses orgas en tout cas. Bien sûr, oui, c'est l'objectif clair aujourd'hui. Moi, tu sais, dans ma vie, je me suis toujours fixé des deadlines. Et j'ai envie de faire une carrière de 10 ans dans le monde professionnel. Si je peux arrêter plus tôt, j'arrête, mais j'ai pas envie de dépasser 40 ans dans ça, Ouais. quoi. Donc, déjà faire une carrière sportive, c'est dur, mais ouais, 10 ans dans le monde pro ou entre 8 et 10 ans, je serais très fier. Et tu as des objectifs après ou pas encore? Après, pas sportif en tout cas, mais peut-être que je serais peut-être amené à entraîner, je sais pas, mais pas pour le moment. J'ai eu des propositions, mais je préfère me concentrer sur ma carrière. Et si jamais j'entraîne aussi, je veux pas avoir le truc où, tu vois, par exemple, j'aime bien comment Khabib il entraîne dans le sens où il a déjà réussi sa carrière. Tu vois, comme un Zidane, il entraîne où il va rien t'envier. S'il le fait, c'est parce qu'il a envie de t'accompagner, tout ça. Et moi, j'aimerais bien le faire dans ce sens-là. C'est-à-dire réaliser d'abord tous mes objectifs que je veux en tant que truc. Comme ça, si je te parle, je sais de quoi je te parle. Et ensuite, essayer de t'amener le plus loin possible. Si je vois que tu es motivé et que je peux t'aider. Mais sinon, si c'est pas ça, je me vois pas entraîner. C'est possible que je me dise j'arrête complètement et je me dirige vers autre chose. Ouais. Mais l'entrepreneuriat aussi, toi, t'intéresse? Oui, non, ça m'intéresse, tout ça. Mais après, bon, si j'ai de l'argent, ouais, j'investirai dans des choses et tout. Mais en vrai, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien rester en famille et tout. Je suis très... Je te dis, pour que je sorte de chez moi et tout. Aujourd'hui, faut que j'ai un objectif. Sinon... Oui, mais je crois pas que tu sois quand même quelqu'un d'oisif, en fait. Je crois que c'est... Non, je suis pas oisif. J'aime faire les choses et tout, mais faut que je les fasse pour quelque chose, pour plusieurs buts, en fait. Faut que ça me dise, si je fais ça, ça va m'apporter ça, quoi. Ça, j'en suis persuadé. Et pour le coup, dans le premier épisode avec Bellego, justement, il expliquait, donc, qui est psychologue, et il expliquait l'importance de se fixer des objectifs et de réévaluer ces objectifs une fois qu'ils ont été atteints. Ah oui, ça aussi, c'est... Et ça, pour le coup, je pense que ce sera, dans ton cas, quelque chose d'important qui, une fois que ta carrière aura bien évolué, tu commenceras à réfléchir à l'après en te disant où est-ce que je vais mettre mes ronds, qu'est-ce que je vais faire, et profondément, je pense que par exemple, t'as pas une personnalité à la Conor qui a complètement câblé, tu vois. Oui, non, bien sûr, mais même déjà, là, tu vas un peu loin. Après chaque combat, il faut réévaluer. Oui, tu vois, suivant comment tu as gagné, ce que tu as perdu. Tu vois, le MMA, il faut prendre les choses une par une. Tu peux te fixer des objectifs à long terme, mais il suffit que la première match se passe mal. Ton objectif à long terme, il recule, tu vois. Ou même il s'efface. Ouais. Potentiellement. Et donc, se réévaluer ses objectifs et peut-être, pour toi, par exemple, ne pas désirer l'UFC, mais autre chose et faire ce genre de choses. C'est sûr. Peut-être donc, après... déjà réfléchi. Ah ouais, non, j'ai réfléchi à toutes les éventualités. Après chaque combat, je dis, même déjà en amateur, je réfléchissais. Ouais. Je me disais, attends, si ça se passe mal, est-ce qu'il y a ça ouais. Tu vois, donc le MMA, c'est un sport. Pense jusqu'au prochain combat. Ouais. Parce que je te jure, si tu vas au-dessus, après, c'est chaud. Tu vois, j'ai mon dernier exemple en tête, par exemple, c'est le combat Baki-Zebo. Bien sûr. Tu vois, ce combat, dans l'histoire du MMA français, c'est un combat qui doit rester. Parce que c'était pas du tout ce que les gens auraient imaginé. Et là, on ne sait plus aussi ce qui va se passer par la suite. Complètement. C'est pour ça que, attention, tu peux croire que c'est ça et ouais, c'est juste un détail ça. Et bah finalement, le détail là que tu pensais, c'est pas un détail, c'est peut-être un virage. Ouais. Pour expliquer encore à la communauté, oui, que... Baki, c'était celui qui était vu comme le grand espoir des 77 kilos en France. Tout le monde le considérait comme étant le meilleur. Il s'était entraîné avec Chimaev, donc forcément, qui est le champion de la catégorie des 84, donc de la catégorie d'au-dessus. Et il affrontait un ancien teammate à lui, ou quelqu'un avec qui s'était entraîné, Jordan Zebo. Et il s'avère que... tout le monde donnait Zebo perdant, notamment parce qu'il s'était fait mettre KO en 9 secondes par Cédric Doumbé, qui pour le coup est très connu. Je suis pas sûr que j'ai besoin de le présenter. Et en fait, dans ce combat-là, Baki était donné gagnant, il domine le combat, mais il finit par se faire mettre KO. Et ça, c'est complètement anticlimatique, et on se rend compte en fait que tous les espoirs qu'on avait mis sur Baki,
qui était aux portes de l'UFC, aux portes du PFL, aux portes de plein de grosses choses, et là, tout de suite, c'est un gros temps d'arrêt. Ah oui. Et potentiellement, la question va être de comment il va se relever. Comment il va se relever. Dans le MMA, comme je dis, t'es un combattant à ton premier gros revers. Ouais. Tant que t'as pas gagné, tout ça, surtout, tu vois, Baki, pas de doute sur lui, tu vois, il est bon, mais tu sais, avant, il y avait beaucoup de gens, ils avaient un palmarès aussi de pancrace. Ouais. Ils n'avaient pas que commencé par le MMA. Mais souvent, aujourd'hui, les gens qui ont commencé que par le MMA, forcément, ils ont 1 ou 2 défaites. Soit ils sont super forts, mais c'est très rare. Soit des palmarès construits aussi. Voilà, même Saladin, il a perdu en amateur, tu vois. Donc, c'est quand tu perds, on voit. Tant que tu n'as pas perdu, il y a des choses que tu ignores, on ne sait pas. Tu es dans un inconnu que toi-même, tu ne sais pas. Ouais. Je suis... Le préparateur de mental doit être très content d'entendre ce genre de choses parce qu'en fait, il a déjà les réflexions qui sont, à mon avis, qui vont dans le bon sens. En réalité, au niveau mental, on n'a jamais eu trop de travail à faire, même s'il faut toujours faire des choses en amont. Justement, ça, c'est un sujet. La plupart des gens font appel à un préparateur mental quand il y a un souci. Non, il y a des choses à faire avant qui font que, en fait, dans ta carrière, tu n'as pas de points noirs, on va dire, qui t'impactent pendant trop longtemps. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à sortir de certaines zones, on va dire, qu'ils ont pu avoir notamment sur des échéances, sur des combats. Tu as des mecs qui prennent des KO ou qui n'arrivent pas à maîtriser certaines zones du combat. Ils restent figés en fait, là-dessus pendant des mois et des mois. Donc il y a des choses à faire en amont. Et nous, de notre côté, lui, il est hyper structuré et il a conscience de beaucoup de ses compétences. Donc, en fait, déjà, en termes de confiance en soi, c'est simple, tu vois, pour nous. Donc, non, je suis pas celui qui me demande le plus de travail là-dessus. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec ça. Moi aussi, pour le coup, qui suis ta carrière depuis quand même un moment, je vois aussi ce côté-là, ce côté structure. Et même, en fait, au-delà même de la structure, c'est que tu as une structure mentale et tu arrives à te structurer autour. C'est-à-dire, tu t'es rendu compte que de toute façon, même si c'était un sport individuel ou c'était toi qui rentrais dans la cage, ça reste quand même un sport collectif qu'il faut quand même que tu aies un collectif pour venir. Oui, je me souviens déjà. Que tu t'entendes bien avec les gens avec qui tu es, tout ça. Mais le fait que tu aies choisi le Factory, par exemple, tu vois, je trouve que ça a été un choix qui était lucide à l'époque où tu l'as fait. Ouais. Parce qu'en réalité, chez les poids lourds, c'était là où il fallait être. Tu vois. Oui, et puis surtout, on avait fait notre première interview là-bas. Et tu sais, à l'époque, les gens, ils allaient pas. C'était à l'époque où il y avait beaucoup d'histoires. Les gens, ils quittaient le Factory. Et tu vois, j'ai suivi mon chemin et j'ai fait le travail qu'il fallait. Et aujourd'hui, j'en suis content. J'aurais pas fait ce choix-là. J'aurais peut-être pas eu les résultats que j'ai. Potentiellement. Tu vois. Potentiellement, c'est une possibilité. C'est même ça, aujourd'hui, je vois beaucoup, par exemple, il y a beaucoup de gens, je trouve, ils vont pas dans les choses réelles. Nous, en tant que poids lourd en France, on est peut-être le meilleur club, tu vois, parce que juste du fait qu'il y a Cyril Gane, si tu peux t'amener, tu sais qu'il peut peut-être amener à tourner avec lui, si tu as le choix d'y aller, vas-y, tu vois. Mais je trouve qu'il y a des gens, aujourd'hui, je crois pas qu'ils se mettent dans les meilleures conditions, tu vois. Non, mais après, peut-être ils verront. C'est leur choix, tu vois. Ouais, non, c'est leur choix. Non, mais il y a des fois, ils pensent y être. Ouais. T'as des mecs qui arrivent notamment, tu vois, on parlait des MMA League, tous ces trucs-là, toutes ces compétitions où t'as pas beaucoup de niveau. Enfin, pas beaucoup de niveau, c'est pas vrai, mais t'as moins de niveau que sur d'autres échéances, on va dire. T'as des mecs qui font partie de clubs où ils survolent un petit peu leur sparring partner, mais en fait, qui sont les sparring partners? Bien sûr. Tu vois, donc en fait, ils se mettent une confiance en eux en disant j'ai lavé tout le monde, sauf que t'as lavé personne. Ouais, tu vois, donc sûr. en fait, ils arrivent sur des échéances, ils se font détruire. Et ils sont détruits. Et là, c'est dur, le réveil. Et là, j'arrive, préparateur mental, et on reprend tout, là. Ah bah oui. Parce mais que tu t'es menti à toi-même. Faut savoir. Non, je te jure, il y a des gens, ils n'ont pas l'impression de se mentir. Ils sont persuadés. Jusqu'au jour où ils prennent le premier coup dans la tête et ils se disent qu'est-ce qui s'est passé. C'est passé que tu as perdu. Ah non, mais oui. Après, c'est dur de créer des conditions réelles de combat qui en fait, se rapprochent au maximum de ce que tu vas avoir. C'est impossible. Ouais, Ce qui va t'aider, c'est la répétition. Tu vois, c'est qu'en fait, il faut que... C'est très compliqué, même quand tu fais des sparring, tu vas très rarement reproduire ce qui se passe, parce que des fois, il n'y a pas la même intention, ta respiration n'est pas la même. Mais ce qui se passe, c'est que ce qu'on doit te demander, c'est déjà de te connaître toi.
Et pour te connaître, toi, il faut que tu viennes beaucoup dans la cage avec plusieurs adversaires. C'est ça qui fait que, ah ouais, en fait, quand il y a ça, je réagis comme ça. Je ça. Ah d'accord, je me connais mieux. Ah ouais, si je fais ça, je suis sûr, il est mort. Ah ouais, c'est ça. Et c'est la répétition et le fait de faire plusieurs combats. C'est pour ça que c'est très important en amateur de maximiser ça. Tu as parlé aussi de Cyril Gane et je trouve que c'est aussi important de le faire parce que je sais que tu étais sur place. Ouais, à Abu Dhabi. À Abu Dhabi pour le combat pour la ceinture face à Tom Aspinall. Et est-ce que justement, tu penses que le fait de gérer justement quelque chose d'aussi difficile en fait, tu n'auras pas le title shot alors que tu étais super bien parti. Enfin, tu n'auras pas, pardon, la victoire alors à cause d'un doigt dans l'œil. Comment tu as vu justement tout ça, le fait d'évoluer, le fait de gérer quelque chose d'aussi difficile? Bah, tu sais, bon, je pense que c'est difficile, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de sacrifices et tout. Mais après, je pense que Cyril, c'est un gars, il relativise vite, tu vois, dans le sens où ça reste un combat d'MMA de poids lourd. Tu te bats contre un adversaire qui avait la ceinture, tu sais que tu dominais. Je pense que tu te dis que tu sors de ce combat, tu n'as pas pris de bobo. Tu as été payé. Tu vois. Et tu sais que ce combat, il va se refaire. Ouais. C'est-à-dire que quand tu relativises, quand tu fais... tu te poses un peu, tu relativises, tu te dis ça va. Ça aurait pu être pire. Donc en vrai, ça va, tu vois. C'est juste quand tu te dis putain, tous ces sacrifices pour ça et tout, ça c'est sûr, ça démoralise. Ouais. Quand on sait que t'as pas vu tes enfants, t'étais à distance et tout, ça c'est sûr, tu te dis mais non, va falloir refaire tout ça et tout. Mais après, tu vois, ça va. Et t'étais venu là-bas pourquoi ? T'étais venu en tant que sparring partner ou Non, j'étais venu juste pour le support et voir aussi ce que c'était l'UFC. Okay. Parce que maintenant que, en fait, au dernier UFC Paris que j'avais vu là, le dernier là, maintenant que je commence à être beaucoup dans le sport et tout, je vois pas ça aussi loin que je le voyais au début, tu vois. Donc je me suis dit, vas-y, quand même, faut que je le vois commencer et tout. Et j'ai vu comment c'était, je vois l'ambiance, je vois tout, on voit tout de suite que c'est beaucoup plus gros et tout. Et puis, il fallait que je voie, c'est quoi un combattant de l'UFC dans ma KT. Je voulais voir c'était quoi, tu vois. Et je l'ai vu, tu vois. Et alors ? Et alors, tu vois, j'avais déjà vu, j'étais déjà allé au KSW l'année dernière. Oui. Et j'avais vu Blachowicz. Ouais. Et quand je le voyais à la télé, Yann Blachowicz, je le voyais super costaud et tout. Ouais. J'étais à côté de lui, je me suis dit, mais en fait, je suis costaud. Mais je me vois, à chaque fois, les gens, je leur dis, je me trouve pas costaud, ils me disent, mais t'es un fou. Tu vois ? Et quand je suis allé, quand je suis allé, j'étais à l'hôtel et tout, là, les gens, je crois, ils pensaient que j'étais un poids lourd. Tu vois ? Ouais. Donc, je te dis, en fait... Parce que là, t'es en poids lourd. Il est marrant, lui. Non, c'est vrai, tu vois. Même, tu sais, il y a un moment, je rentre dans l'hôtel et je croise Fernand et Cyril. Ils marchent comme ça, ils vont vers, je crois, ils vont vers la pesée médiatique. Fernand, il me dit, mais wesh, on dirait que t'es un poids lourd, là. Ouais. J'ai dit, ouais, non. Mais, tu vois, c'est pour ça que, en fait, je t'ai dit, plus je rentre dans le sport. Et en fait, ça qu'a fait l'ambiance que j'ai vue à l'UFC, je l'ai retrouvée aux IMAF. Dans le sens où, tu as vu, quand tu vas aux IMAF, il y a les mecs du monde entier, il y a beaucoup de mecs du Caucase et tout, on est dans des gros hôtels et tout. Et bah, quand j'étais à l'UFC, j'ai retrouvé ça. J'ai retrouvé les gros hôtels, beaucoup de mecs du Caucase. Bon, après, c'était au Moyen-Orient, mais j'ai retrouvé ce truc-là que j'avais aux IMAF. Et tu vois, j'ai fait des combats en Ouzbékistan, Albanie, Serbie, j'ai fait beaucoup de combats. Et j'ai ressenti le truc où, ouais, c'est juste que c'est plus gros. T'es dans la grosse ligue. Mais après, là, ça reste un gars contre un gars. Ouais. Tu t'es dit que t'avais ta place là-bas ? En tout cas, je vais tout faire pour essayer d'y entrer. Ouais. Et après, on verra. Mais j'ai parlé même avec le matchmaker. Je lui ai dit, écoute, je suis à 3-0, tout ça. Il m'a dit, bah, on t'attend en Contenders. Donc, en vrai, tu sais, dans la vie, pour déjà vouloir quelque chose, et même quand j'avais parlé avec Fernand, je lui dirais que je vais venir. Il m'a dit, viens. Parce que même toi, tu verras qu'ils n'ont pas forcément quelque chose de plus que toi. Et tu vois, deux fois, tu vas parler, ouais, mais non, eux, c'est des monstres et tout. Mais d'abord, vas-y, tu vois. Et après, tu vas dire, mais en fait... C'est pour ça, dans la vie, il faut toujours d'abord se préparer psychologiquement à ce que tu vas faire. Ouais.
Tu vois, c'est important. Oui, mais tu vois, ce que je trouve aussi important, c'est de se dire, ils n'ont pas quelque chose de plus que toi. Mais ils ont beaucoup de choses, par exemple, de plus que... Non, mais non, mais après, si, moi, je en fais fait, du MMA. Oui, non, mais moi aussi, je pratique depuis d'ailleurs probablement plus longtemps que toi. Oui. Tu vois, et en fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est ça aussi, c'est que il y a dans cette mentalité de guerrier, il y a des strates. C'est génétique, comment tu as Mental. évolué, comment tu as grandi, épigénétique, donc ce que la vie a fait de toi, a transformé en toi, à quel point tu mets de la discipline. Et tu vois, tout ça, ça se rajoute en strates. Ah oui. Et maintenant, en fait, tu te rends compte que ils n'ont pas plus de choses que toi. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est-à-dire, strate par strate, tu as réussi à bâtir le fait que en fait, c'est un rêve qui est Accessible. complètement Voilà, accessible. c'est ça. Parce que je t'ai dit, là-bas, après, il y a une vidéo qui a été faite par NoSense Ouais. où je parle avec Rakic. Je lui dis que je suis à 3-0. Il dit, oh, waiting you de UFC. Ça, j'aurais jamais pensé. Il dit ça. Ouais. Mais peut-être lui, il a dû voir mon gabarit. Il a dû se dire, lui, peut-être si, tu vois, je sais pas. Mais il faut d'abord le penser, le vouloir, y travailler. Et avec tout ce que tu donnes, normalement, tout va y arriver. Et si tu n'y arrives pas, au moins, tu as essayé, tu vois. Ouais, tu n'auras pas de regrets. Non, tu sais, j'ai commencé les mêmes tard, moi, tu vois. Je pense pas que j'aurais, tu vois, un Saladin Parnasse ou, tu vois, un Samba Sima. Les mecs, ils ont commencé à 12 ans, j'ai commencé à 28. Tu vois, Oui. tranquille. Mais ça m'empêchera pas de faire mon petit chemin. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, peut-être que moi, je serai champion de l'UFC, eux, ils le seront jamais. Peut-être je vais arrêter ma carrière dans 1 an, eux, ils vont défendre leur ceinture 10 fois. On peut pas savoir. Ce que moi, je sais, c'est que je vais essayer de faire quelque chose. Maintenant, tu sais, ça a été ma mentalité depuis le début dans les MMA. Je me suis juste dit, t'as vu, je vais essayer. Je vais essayer. Et au final, je suis là aujourd'hui. Ouais, moi, je trouve ça... C'est logique. C'est logique. Hyper intéressant. Et pour toi, pour le coup, qui t'entraîne dans le même club que Samba Sima, donc qui est aussi vice-champion Du monde. qui a fait des titres de champion de France, qui a fait des podiums, etc. Et qui est aussi, pour le coup, un autre énergumène dans sa catégorie aussi. Ah, lui, c'est un délire. Bah, tu vois, tu parlais de génétique et d'épigénétique. Lui, il a tout ce qu'il faut au départ. Ouais. Et ensuite, il a tout ce qu'il faut dans son environnement qui fait que... ça sera le meilleur. Pour moi, il l'est déjà, tu vois, aujourd'hui en France, mais il a pas fini de monter. Ah bah tu oui. vois. Moi, tu vois, tout à l'heure, on parlait de hiérarchie et de sanctions. Samba, faut lui dire bonjour. Tu vois, c'est... Ouais. Ah ouais, parce que lui, il peut te sanctionner. Vraiment, même au sol, je fais 20 kilos de plus que lui. Je l'attrape pas. Vraiment, je l'attrape pas. C'est compliqué. Ouais. C'est une savonnette. Ah ouais, c'est vraiment un délire. Non, même quand tu arrives à l'attraper, c'est il t'a laissé pour t'emmener autre part. Tu vois, c'est compliqué. Samba, il est très très fort. Ouais. Vraiment. Tu vois, C'est un monstre. Ouais, c'est un monstre. Et il y a des gens, ils ont commencé tôt, ils ont l'environnement, ils sont faits pour ça, ils aiment ça. Tranquille. Dans la vie, peut-être moi, j'ai trouvé ma voie tard, il y en a, ils l'ont trouvé tôt. Est-ce que tu nourris des regrets par rapport à ça? Des regrets, 2 fois, je me dis, putain, mais en vrai, peut-être j'aurais commencé tôt, j'aurais arrêté en cours de chemin. Ou peut-être aussi, Que tu n'aurais pas eu la même discipline. j'aurais pas eu la même discipline. Donc en vrai, non, j'ai pas de regrets. J'ai commencé à l'heure où que j'ai commencé. Et quand j'ai commencé fort. Et tu vois, quoi qu'il arrive, on pourra pas me l'enlever, tu vois, comment j'ai fait. Et puis comme je dis, hein, tu sais, tu vois, moi je suis dans une caté où je peux vieillir et tout. On peut pas savoir, hein, tu sais. Ça se trouve, dans 10 ans, je serai toujours là. Hein. Tu vois, on sait rien. Tu vois. Comme, tu vois, peut-être 2 fois, tu te dis, tu vois, je vais dans le foot. Ils étaient à Clairefontaine, la génération, je crois que c'était 87. Il y avait Benzema, Ben Arfa, Nasri. Sur les 3, le moins fort, c'était Benzema. On se dit, ouais, vas-y, gros, l'autre, il est trop fort. Même Benzema, il disait que l'autre était trop fort. Au final, qui c'est qui a eu un ballon d'or? Qui c'est qui a fait la meilleure carrière? Ça veut dire, tu sais, dans la vie, les questions d'âge et tout, l'avenir, on ne sait pas ce qui te réserve. Ça veut dire, comme j'ai dit, comme le jour se lève, comme le jour se couche, le jour se lève. Fais ce que tu peux faire dans la journée. Et voilà. Et moi, je sais ce que j'essaye de faire. C'est-à-dire, je te dis, on ne sait pas. Hein. Parce que déjà, moi, je me rappelle juste déjà qu'il y a 2 ans et tout, après les championnats du monde où je m'étais blessé,
je suis sûr qu'on n'aurait jamais dit que j'aurais été là. Hein. Mais même au-delà de ça, moi je me souviens que la première fois que tu passes ton grade vert, tu l'as pas. Je l'ai raté, tu vois. Le grade vert, pour que les gens comprennent, c'est le grade qui te permet d'entrer en compétition. De en faire MMA. des combats des MMA. On te fait passer, en fait, grade vert, en vrai, c'est une ceinture. Enfin, c'est techniquement tes ceintures vertes de MMA et ça t'ouvre la possibilité de. Mais je pense que t'as un autre moins de 93 qui a laissé un billet au jury. Hein. Potentiellement. Il faut pas le laisser rentrer, lui. Ouais. Non, franchement, même pas. Je l'avais fait avec un gars de mon club et lui, il était en poids lourd, mais ils me l'ont pas donné. Et le pire, c'est que le mec, après, je le revois au championnat de France, je lui dis alors, il me dit ah bah ouais. Et je crois après, il a dû me revoir et tout. C'est dire qu'en vrai. Mais c'est un truc de ouf en vrai quand j'y pense. Parce qu'il doit brancher tout le monde. Il va dire, c'est moi qui l'ai lancé. Ils l'ont donné à des mecs. Je me suis dit. Tu vois, mais si je t'ai dit, après, dans la vie, moi, c'est pour ça c'est important de se connaître, surtout quand tu fais du MMA. C'est que moi, je sais que dans ma vie, on m'a jamais rien donné. J'ai toujours du tout arraché, tu vois. Donc, moi, ça fait partie de ma vie. Mais ça m'avait fait mal le jour-là. Je crois que j'ai pas dormi de la nuit. Hein. J'en revenais pas. Mais je crois que c'est l'une des choses qui m'avait poussé dans les documentaires qu'on a fait, donc qui sont dispo sur ta chaîne. Il y a cette phrase sur ton premier combat, rien ne m'a été donné, donc j'irai tout prendre. Ah ouais, non. Et en fait, je sais que cette mentale, tu l'as depuis le départ, en fait. Depuis le départ, on m'a rien donné, juste quand je me suis inscrit dans le club, comment me regarder et tout, jusqu'à que je fasse mes premiers, deuxième, troisième, quatrième. Je prends le premier titre de champion de France. Ensuite, je chute. Ensuite, je reprends le titre de champion de France. Et après, je me dis... C'est pour ça, tu vois, même si ça s'arrête, j'aurais pas tellement de regrets parce que tu as vu, j'ai juste osé pousser la porte et me donner les moyens. Et je suis juste de ça, je suis content. Que ça s'arrête demain ou pas, moi, je vais tout faire pour pas que ça s'arrête. J'aille le plus haut possible. Mais en vrai, on te l'enlèvera pas ce que tu as fait. C'est ça qui est bien. Surtout dans un sport aussi fou que celui-là. Là. Ouais. Tu vois, à l'époque où tout le monde veut en faire et ils se donnent pas forcément les moyens et quand ils rentrent dans la cage, ils se prennent des KO, ils arrêtent après. Donc, tranquille. Et je vais vous poser la question à tous les deux pour le coup. Je vais commencer par Anto comme ça. Et c'est quoi là dans ta vie actuelle qui te rend le plus fier ? Ou en tout cas quelque chose, est-ce que tu as une anecdote qui fait qu'à ce moment-là, tu étais fier de ce que tu as réalisé ? La chose dont je suis le plus fier, on va dire, c'est ma transition entre mon passé et mon présent là, actuel. Je me suis vu évoluer parce que je m'en suis donné les moyens et parce que j'ai eu la chance aussi d'être entouré par les bonnes personnes au bon moment. Je pars du principe que quand tu es quelqu'un de bon, il t'arrive de bonnes choses. Tu vois. Oui. Et là, dans mon cas, pour le moment, c'est exactement ce qui se passe. Donc, moi, ma fierté, pour le moment, elle est très, elle est peut-être égoïste, mais elle est très personnelle. Tu vois. C'est cette évolution-là qui te rend... Ouais, parce que j'ai croisé assez récemment des gens qui étaient avec moi plus jeunes, au collège, etc. Et j'étais pas destiné à ça, tu vois. Je faisais des bêtises à mon échelle, enfin voilà, mais sur le papier, j'étais pas le profil parfait pour être quelqu'un d'accompli en étant adulte, tu vois. Donc il y a eu un vrai gap en fait entre les deux et ça je suis plutôt fier. Est-ce que tu as eu aussi cette logique de vouloir devenir un homme, entre guillemets ? Tu as essayé de devenir un homme au sens large. Est-ce que ça a été ta quête personnelle de ça ? Oui, mais ça, c'est parce que j'ai toujours eu de bons exemples, on va dire. Tu vois, notamment mon grand-père. Il m'a drivé sur beaucoup de choses. J'ai des valeurs qui sont les siennes et pour le coup, lui, c'est un vrai homme. Tu vois, donc ça aussi, tu vois, je peux en être fier. Et c'était quoi les exemples qu'il t'a donné ? Est-ce que tu as des anecdotes où tu t'es Alors, dit... moi, il y a une phrase qui m'est restée assez tôt, c'est « la parole vaut l'homme ou l'homme ne vaut rien ». Tu vois ? Et ça m'a apporté beaucoup de choses parce que je me suis engagé sur tout un tas de choses qui ont pu me mettre en défaut ou pas, mais en tout cas, j'ai fini tout ce que j'avais à faire. Tu vois ? Donc, si demain je te dis « je suis là », bah, je suis là. Voilà. Et pour le coup, je suis quelqu'un de fiable sur plein d'aspects. T'es d'accord, j'imagine. Ouais, non, c'est vrai. Et non, moi, comme il l'a dit, il a raison. Je pense que d'abord, la satisfaction doit être personnelle.
Et comme il l'a dit, quand tu es quelqu'un de bien, il y a des choses bien qui t'arrivent. Et tu vois, comme vous l'avez dit, je me suis entouré de bonnes personnes. Anto, mon coach Franck, toi aussi. À beaucoup de mes combats, tu étais là. Même à mes débuts. Parce que je crois, en plus des 3, c'est toi que j'ai connu en premier. Où on a fait notre première interview au Factory. Ça doit être pas loin, ouais. Non, c'est toi. Après, j'ai connu Anto. Après, j'ai connu Franck. Mais après, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus travaillé avec Franck et tout. Mais sinon, non, très content. Et moi, la chose dans laquelle je suis le plus fier, c'est, t'as vu, d'être resté un peu comme je suis, tu vois. Tu vois, les gens, j'ai pas tellement changé, que tu passes à la télé, qu'il y a un peu plus d'exposition. C'est de rester comme t'es. Après, bien sûr, aussi, j'ai construit une vie de famille. Tu vois, j'ai pas cassé mes liens familiaux. J'ai gardé mes amis que j'avais. Tu vois, de pas changer, de rester vraiment comme je suis. Après, bien sûr, réussir dans la vie aussi, c'est très important. Mais la chose dont je suis le plus fier, ouais, c'est d'être resté comme je suis. Et ça aussi, c'est quelque chose qui... Ok, c'est intéressant. Toi, c'est le fait d'avoir changé? C'est ça que tu trouves intéressant? D'avoir évolué. Et toi, pour le coup, c'est plutôt le fait d'avoir pas tant changé alors que ta vie a changé? Ouais, non, parce qu'en vrai de vrai, tu sais, quand j'y repense et tout, j'ai appris à faire du vélo tout seul je crois que c'était en 20-25 minutes. J'étais au centre aéré et il y avait une activité vélo. Je voulais tellement faire du vélo que j'ai appris à faire du vélo comme ça, tu vois. Ouais. Donc, j'ai toujours été un fêlé qui, tu vois. Donc, moi, ce que je suis le plus fier, c'est de pas se prendre bon, j'ai une famille et tout ça, d'avoir préservé ces liens-là et tout. Mais surtout, d'avoir, tu vois, d'être resté comme tu m'as connu. Que je sois là, que tu me vois là ou pas. T'as vu, on parle comme on est. Les gens, ils me voient que je vais au travail à 7h30. Bah ouais, cousin, je suis là, parce que je dois toujours être là. Quand je serai plus là, je serai plus là. Mais d'être resté qui tu es, c'est important. D'avoir gardé tes valeurs et tout. Ça, pour le coup, j'imagine que tu es quand même d'accord avec cet aspect-là. Ouais, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Mais non, moi, c'est plus dans le sens où je suis plus aligné avec ce que j'étais. J'ai gardé tous mes anciens copains, etc. Enfin, la plupart. Mais je suis mieux là à ma place, tu vois, aujourd'hui. En fait, c'est l'image que peut-être les gens avaient de toi, et même peut-être que toi, tu avais de toi au début. Tu as réussi à la modifier et à aller plus loin que ce que toi et les autres pensaient que tu allais. L'image qu'on a de moi, même si elle est importante, on pourrait dire ce qu'on veut, ce que tu dégages, c'est important. Sinon, je serais venu en slip, là. Tu vois, t'es obligé de t'adapter et de donner une bonne image de toi. Mais c'est pas le point principal. Non, Je vois le temps qui s'égrène, malheureusement. Il y a un sujet qu'on n'aura pas abordé, donc on abordera peut-être la prochaine fois quand je vous réinviterai. Peut-être séparément et avec d'autres invités pour essayer de mixer un peu les choses. Je voulais parler notamment de ce qui t'avait poussé à venir à Paris. Parce qu'en fait, dans la théorie qu'on a développée, encore une fois, vous la retrouverez en lien dedans. Ça fait une 20aine de pages pour l'instant, où on va l'étayer au fur et à mesure des épisodes. C'est la quête de statut social et des choses en fait qui te poussent aussi à aller vers la lumière ou vers des métiers qui sont des métiers de lumière. Je sais que tu es venu à Paris pour être acteur. Je veux toujours être acteur, les gars. Donc ça aussi. Fais-nous l'émotion. Fais-nous l'émotion, voilà. Alors, je veux toujours être acteur, les gars, s'il vous plaît. Mais ça, pour le coup, ça pourrait être l'objectif de deuxième. Je sais que par exemple, il y a la saison 2 de La Cage qui arrive. Moi, je suis un lâche-rien, moi. Hein. Donc, je suis tout vers le pour. Mais on verra. Mais non, être acteur, ça serait très. Je serais très content d'être acteur. Je suis relativement d'accord avec ce que tu as dit. Je serais très content d'être acteur. De la saison 2, c'est ton jamais. Je serais très content d'être acteur, mais on verra. Mais moi, je pense que ce serait une belle reconversion. Je pense que ça ressemble au monde. Jason Statham, non, franchement, guinéen. C'est mon rêve d'être acteur, tu vois. Ok. Et pourquoi? C'est quoi qui est dans le rêve là? C'est jouer ou jouer, faire des films. Tu vois, quand t'es acteur, tout le monde t'aime bien, j'ai l'impression. Donc, j'ai toujours voulu être acteur. À la base, je voulais être pompier, mais le conseiller d'orientation, il m'a dégoûté. Donc, okay. Mais ouais, non, acteur, c'est de la bombe. Mais après, en vrai, je voulais réussir dans ma vie pour rendre à mes parents ce qu'ils m'ont donné. L'éducation, le fait d'être venu en France,
Tu vois, bon, je suis fier de moi dans le sens où j'ai toujours travaillé, je suis électricien, j'ai un diplôme et tout, j'ai une situation qui est bien. Mais tu vois, aujourd'hui, je veux réussir pour mes proches. On va dire pour moi-même, je l'ai déjà fait. Dans le sens où je me nourris par moi-même, je ne suis pas assisté. Mais maintenant, tu vois, si je fais du MMA, c'est pour essayer d'améliorer la vie de mes proches et de tous ceux qui sont autour de moi. Tu vois. Et après, être acteur, bien sûr, il y a de l'argent, il y a la gloire et tout. Mais oui. Bah, objectif louable de dingue. Et pour Merci. le coup, clairement, je te le souhaite. S'il y a des producteurs qui sont là, pensez à Pensez à Bafo, Bafo, les gars. bien sûr. Outre taper les gens, je sais jouer. Il va finir dans Plus belle la vie. Ça Et tu sais que je regardais cette série. ouais, en mais plus. ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Merci les gars. On va terminer là-dessus. Je vous mets les Insta de tout le monde. Suivez tout ça en description. Les épisodes vont continuer à arriver. On en a d'autres. Donc pareil, suivez tout le monde. Donnez de la force. Ça vous coûte rien. Merci Et, Mathieu. merci Ouais, Anto. merci à toi. Merci Bafo. Merci. C'était top encore une Merci fois. Anto. Merci. À la prochaine. Yes, ça Prochaine marche. les gars.